Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet enseignement en ligne sur les troubles de rythme. J'espère que vous allez bien, vous allez suivre cet enseignement, j'espère que la qualité de son est correcte. On va parler des troubles du rythme, mais pour commencer, on va parler des extrasystoles. Le cours se fera en deux petites parties, la première sur les extrasystoles, la deuxième sur les troubles de rythme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en les écrivant ou en parlant. Ça ne me dérangerait pas. C'est interactif, ça reste un TD. Donc, quand on parle d'extrasystole, ça passe. Voilà. Donc, c'est des battements cardiaques prématurés qui vont naître du tissu auriculaire. Ça peut être du tissu jonctionnel ou des tissus ventriculaires. Il y a des conséquences hémodynamiques mineures si le patient a un cœur sain. Par contre, ils peuvent avoir une bonne valeur pronostique lorsqu'ils sont associés à une cardiopathie sous-jacente. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui n'a rien, qui fait une extrasystole, ça peut être bénin. Mais du moment où il a une cardiopathie sous-jacente, il a une insuffisance cardiaque, il a fait un infarctus de myocarde, ça peut être très important de détecter cette extrasystole. Donc, vous avez compris qu'il y a plusieurs types. On va parler des extrasystoles qui naissent des oreillettes, qu'on appelle des extrasystoles auriculaires. Qu'est-ce que ça veut dire auriculaire? C'est-à-dire une activité auriculaire prématurée. Vous voyez ici, c'est une sinusale classique qui donne l'onde de P sinusale qui va dépolariser les ventricules en passant par le nœud auriculoventriculaire. Par moment, il y a des foyers auriculaires qui ne sont pas sinusaux et qui sont, ça peut venir de l'oreillette droite ou de l'oreillette gauche, et qui peuvent donner un influx qui sera capté prématurément par le nœud auriculoventriculaire et qui va nous donner une dépolarisation prématurée des deux ventricules. Si vous avez bien compris que cet influx sort des oreillettes, donc il va prendre les voies de conduction normales et notre dépolarisation ventriculaire, elle sera proche de la dépolarisation ventriculaire sinusale, c'est-à-dire le QRS sera le même. Donc voyons un exemple. Ça, c'est un exemple d'un QRS normal, PQRS, PQRS. Et ici, il y a un repos, puis il y a une extrasystole, ici. De morphologie, vous voyez, le QRS est le même. Par contre, il n'y a pas d'onde P avant ce QRS-là. Donc, c'est le même QRS, mais ce n'est pas la même onde P. C'est un échappement, c'est une extrasystole qui vient d'en haut, vient du supraventriculaire, ça vient des oreillettes, et donc, elle a la même morphologie. Regardez ici, on a PQRS, PQRS, puis un autre QRS qui vient prématurément. Vous voyez, les lignes rouges, c'est quand on est à 65 par minute. Ici, il vient un tout petit peu avant. Donc, c'est un QRS qui est prématuré. C'est un QRS qui ressemble au QRS sinusal, c'est la même chose. C'est un QRS fort, mais qui est précédé d'une onde P', on l'appelle P', parce que ce n'est pas notre onde P sinusale, et qui donc s'appelle un QRS prématuré extrasystolique. C'est une extrasystole auriculaire. Sur l'électrocardiogramme, qu'est-ce qu'on observe? Un auriculogramme prématuré qui n'est pas sinusal. On peut l'appeler onde P'. Cette onde P', elle peut avoir une morphologie différente, mais elle doit avoir une morphologie différente de notre onde P sinusale. Elle peut lui ressembler, ça peut être elles peuvent être semblables, mais vraiment pas les mêmes. Et surtout, elle est prématurée. Le complexe QRS, par contre, il conduit généralement de façon identique au QRS de base. Donc, c'est le même QRS. Le QRS ne change pas, il est fin, il est le même. Par contre, l'auriculogramme qui le précède, il est différent. Morphologie différente, on l'appelle P', à différence de l'onde de P. Dans cet exemple en bas, vous voyez, le P', il est complètement négatif. C'est une onde négative plus proche de l'onde P, de l'onde Q, excusez-moi, par rapport à l'onde P sinusale. Donc là, c'est une onde P', de morphologie différente, qui est suivie d'un QRS de la même morphologie, qui est appelé extrasystole auriculaire. Sans pronostic, il faut savoir que les extrasystoles supraventriculaires ou les extrasystoles auriculaires sont fréquentes, elles sont bénignes si elles atteignent le sujet jeune. Leur incidence augmente avec l'âge. Plus on est âgé, plus on fait des extrasystoles auriculaires. Mais c'est vrai
qu'elles peuvent être ce qu'on appelle le trigger ou une étape avant l'apparition d'arythmie. Si le sujet est très âgé, ils peuvent commencer à faire beaucoup d'extrasystoles supraventriculaires jusqu'à ce qu'ils fassent une arythmie complète par fibrillation auriculaire. Il y a d'autres extrasystoles supraventriculaires telles que les extrasystoles jonctionnelles. Donc là, on a parlé des extrasystoles qui viennent des oreillettes, mais il y a aussi des extrasystoles qui viennent de la jonction. C'est une activité jonctionnelle prématurée, ça vient du nœud auriculoventriculaire ou du faisceau de His lui-même. Donc, l'influx sera propagé par voie antirograde, par voie hissienne par les ventricules, et les QRS, ils auront une forme identique à ceux des complexes sinusaux. Donc, la même chose, comme les extrasystoles auriculaires, c'est toujours supraventriculaire, votre ventriculogramme sera le même. Le problème, c'est l'auriculogramme lui-même. Donc, regardez l'extrasystole jonctionnel. Hein, le QRS ici, vous voyez, dans cet exemple, le QRS est le même, c'est un QRS qui est fin. Par contre, l'onde de P, ou bien elle est absente, vous ne voyez pas d'onde P sinusale. Par contre, vous voyez quelque chose ici, juste au pied du QRS. Hein, c'est une onde de P rétrograde. Donc, c'est une onde de P jonctionnelle qui vient après la dépolarisation des ventricules. Ça, c'est une extrasystole jonctionnelle. On la reconnaît parce qu'elle a la même morphologie que le QRS normal. Elle n'est pas précédée par une onde P sinusale. Elle est suivie d'un repos compensateur, mais elle a à l'intérieur du QRS, on voit une onde P', une onde rétrograde qui vient juste après le QRS, et ça montre que notre extrasystole vient de la jonction auriculo-ventriculaire. Encore un exemple, regardez en bas, toujours quand on interprète un ECG, et si on a envie de regarder le rythme, je vous invite à regarder la ligne la plus longue. Ici, c'est un D2 long, et on l'a dit, je vous rappelle, les premiers jours qu'on a vu le ECG normal, je ne sais pas, avec moi ou avec mes confrères, on s'est dit, pour analyser le rythme, il faut regarder la dérivation longue en bas. Il faut faire une dérivation longue, un D2 ou un V1 long. Pourquoi le D2 ou le V1? Parce que c'est là où on voit mieux l'auriculogramme. Donc, regardez sur le D2 long en bas, on voit une onde de P suivie d'un QRS qui est sinusal. Là, ici, il y a un QRS qui ressemble à celui qui le précède, mais qui n'est pas précédé par une onde P. Après, un autre complexe précédé par une onde P, et un autre ici. Ça ce sont des P sinusaux. Ici, il n'y en a pas. Un autre qui ressemble à celui-là, hein, c'est le même. Ici, vous voyez, il y a une P' qui vient au pied de QRS. Donc, c'est une extrasystole supraventriculaire type jonctionnel. Et ici, c'est une extrasystole aussi. Pourquoi? Parce qu'on a une onde P' qui vient juste avant le QRS, mais vraiment accolée à son QRS. Il n'y a pas de PR comme ici. Donc, aussi, c'est une extrasystole type jonctionnel. OK. Maintenant, on va voir quand on a une extrasystole qui vient des ventricules. On appelle les ESV ou les extrasystoles ventriculaires. Donc là, ici, les impulsions. Il y a quelqu'un qui a une question? Non? OK. Donc là, l'impulsion, elle va naître prématurément d'un foyer ventriculaire ectopique. Vous voyez, ça ne vient pas des supraventriculaires, ça vient des ventricules. Ça va prendre un foyer, n'importe lequel, qui va donner une extrasystole, une impulsion, une dépolarisation des ventricules à travers ce foyer-là. Donc forcément, si vous vous rappelez bien, forcément, on a une impulsion qui vient d'un ventricule, il y a un ventricule qui va se contracter avant l'autre. Donc il y a une asynchronisation de la contraction ventriculaire, ce qui va décoller, si vous me suivez très bien, ce que le QRS sera large. Parce que la finesse du QRS, elle est là grâce à la synchronisation entre les deux ventricules. Si par contre on a un ventricule qui se contracte avant l'autre, c'est qu'on aura une désynchronisation des deux ventricules et on aura un QRS large. Et regardez les tracés en bas, ça c'est un QRS sinusal, ça c'est un QRS extrasystolique. La première chose qu'il faut retenir dans un QRS extrasystolique ventriculaire, c'est qu'il a une morphologie complètement différente du QRS de base, à la différence des extrasystoles supraventriculaires. Ici, le complexe il est complètement large.
il n'est pas précédé par une onde P, forcément, parce qu'il n'est pas sinusal, il n'a pas d'auriculogramme, il est prématuré, et puis il est précédé, suivi d'un repos dit repos compensateur. Regardez ici, c'est la même morphologie parce que c'est le même foyer. Regardez là, on a un autre foyer, donc on a un autre complexe qui est toujours large, mais qui est d'axe différent, de morphologie différente de celui-là, parce que le foyer est différent. Et forcément différent du QRS de base qui est fin. Donc c'est toujours un QRS large, non précédé de onde P et de morphologie différente. Regardez un autre QRS large, non précédé de onde P, mais qui vient d'un autre foyer. Donc dans les extrasystoles ventriculaires, on peut avoir plus qu'un foyer, et ça c'est encore plus dangereux quand on a beaucoup plus de foyers même tracé. Regardez un autre et un autre. Là, on a des extrasystoles ventriculaires qui ont tous la même particularité d'avoir des QRS larges. Donc, ce n'est pas QRS fin. Ils n'ont pas d'onde P avant. Il y a un repos derrière. Donc, sur le tracé d'électrocardiogramme, qu'est-ce qu'on voit en cas de SV? Oui. J'ai pas compris le signe de repos. Le repos compensateur. Oui. Oui. D'abord, je reviens sur la plaque avant. Regardez, suite à une intrasystole type ventriculaire et d'ailleurs même auriculaire, il y aura un repos. C'est ça, cette partie-là, c'est ce segment-là qui se prolonge plus que normalement. Entre deux QRS, il y a un espace fixe, mais après une extrasystole, il y a une partie, un repos, il y aura un temps de latence avant d'avoir un QRS sinusal. C'est ça le repos compensateur, cette période où il n'y a rien, il n'y a pas de polarisation ventriculaire à cause de cet extrasystole. On l'appelle le repos compensateur. D'accord? On le trouve après chaque QRS? Après chaque extrasystole. Après chaque extrasystole. Mais c'est vrai que la durée, elle est variable. On n'a pas toujours la même durée de repos compensateur. C'est clair? C'est Anne qui parle? Oui, merci. Donc, on va trouver un complexe prématuré. Non, le prématuré, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand il est plus proche de l'onde T, il ne respecte pas la distance T prévue dans un ECG normal. Et puis, il sera large, on l'a dit, et déformé, différent forcément du QRS sinusal. Il n'a pas d'onde P avant, parce qu'il ne vient pas d'en haut, il ne vient pas des oreillettes, pas de commande auriculaire, il n'y a pas d'onde P. Et l'onde T doit être géante, souvent négative ou positive, elle sera souvent inverse par rapport au QRS. Donc, s'il est positif, elle sera négative. S'il est négatif, elle sera positive. Je reviens sur l'image avant pour vous montrer. Regardez, quand on a une extrasystole avec un QRS positif, l'onde T, elle est géante et négative. Et quand on a une extrasystole négative, l'onde T, elle est positive et géante. Donc, elle est toujours opposée à son QRS. Elles auront un aspect identique si elles proviennent du même foyer. On les appelle monomorphes, même morphologie. Sinon, elles peuvent présenter des formes différentes et on les appelle polymorphes quand on a plusieurs foyers, comme le cas qu'on vient de voir. Regardez sur ce tracé-là, je vous invite... Madame, s'il vous plaît, في l'interprétation de l'ECG في الوقت نقول le rythme. Est-ce qu'on نقول le rythme sinusal non irrégulier? Bravo, une très bonne question. Quand on a un rythme, là où il y a des extrasystoles comme celui-là par exemple, on va dire le rythme il est irrégulier, parce qu'il est franchement irrégulier, mais on va dire qu'il est sinusal quand même. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une commande sinusale du QRS fin avec une onde P avant. On va l'interpréter en tant qu'un rythme sinusal irrégulier. Et on va expliquer pourquoi il est irrégulier, parce qu'il y a des extrasystoles. Peut-être ici, il n'est pas si irrégulier que ça, parce que les extrasystoles sont quand même régulières. Vous voyez, c'est des extrasystoles qui sont monomorphes. Et surtout, vous voyez cette activité répétée et qui est quand même synchrone. Un QRS normal, une extrasystole ventriculaire. Un QRS normal, une extrasystole ventriculaire. Qu'on appelle un bégéminisme ventriculaire. Anormal, pathologique. Est instable la connexion Internet. Vous arrivez à me suivre, il n'y a pas de souci. Hein? Oui, oui. Donc là, on appelle ça des extrasystoles ventriculaires bégéminisme. Mais le rythme reste toujours sinusal. Donc, chaque fois que vous êtes devant des extrasystoles type ventriculaire, il faut préciser
L'origine des extrasystoles, elle vient du ventricule droit ou gauche. La morphologie, est-ce qu'elle est monomorphe ou polymorphe? La fréquence, est-ce qu'elle est très nombreuse ou peu nombreuse, isolée? La répétition, est-ce qu'elle est en bigéminée, trigéminée, on verra ça? Et le couplage, c'est la distance entre l'extrasystole et l'onde de T. On reviendra sur tout ça. On va les détailler un par un, les éléments que je viens de dire. Hein. J'ai une question, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, on peut trouver soit des QRS non précédés par une onde P et on dit pas c'est un rythme sinusal, soit des QRS précédés par une onde P et donc on dit c'est un rythme sinusal. J'ai pas compris la différence entre le premier et le deuxième ECG, extrasystole ventriculaire. Toujours dans les extrasystoles ventriculaires. Oui. Ok. Chaque fois que vous avez des QRS fins précédés d'onde P et qui sont réguliers, ces QRS, c'est que le rythme est sinusal. Par contre, le rythme est irrégulier parce qu'il y a quand même des complexes qui sont différents, qui ne sont pas sinusaux. C'est eux qu'il faut les interpréter à part. Donc, il ne faut pas dire que le rythme n'est pas sinusal parce qu'il y a des extrasystoles. On va dire que le rythme est sinusal, mais il est irrégulier à cause d'extrasystoles type ventriculaire. Ça peut être aussi supraventriculaire. Quand on a vu au début les extrasystoles supraventriculaires, ils peuvent entraver le rythme. Donc, ça reste toujours un rythme sinusal, mais qui est irrégulier à cause d'extrasystoles supraventriculaires, jonctionnelles ou auriculaires. Pour le ventriculaire, il y a la particularité, à part de dire que je suis devant un rythme irrégulier à cause des ESV, il faut donner des caractéristiques de l'ESV, ce que je vais vous détailler maintenant. L'origine, la répétition, répétitif ou non, le couplage. Est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question? Et est-ce que les extrasystoles sont précédés par une onde P ou non? Non, les extrasystoles ventriculaires, non. Ils ne sont pas précédés d'onde P. Et pourtant, on dit que c'est un rythme sinusal. Oui, le rythme sinusal pour les complexes fins. Hein. Quand on dit rythme sinusal, on parle de les complexes fins qui sont sinusaux. Les extrasystoles ne sont pas sinusales. Les extrasystoles viennent vraiment des ventricules. D'accord? Donc, pour interpréter globalement l'électrocardiogramme, vous parlez de rythme sinusal parce qu'il est maintenu. Il y a quand même pas mal de complexes sinusaux. Par contre, l'extrasystole en elle-même, elle n'est pas sinusale, c'est clair. Elle n'a pas de commande supraventriculaire. Elle vient carrément du ventricule. C'est pour ça qu'elle a une morphologie différente. Et ici, ça va nous amener à parler, elle vient d'où? Du ventricule gauche ou droit? Donc, si la prédominance... Oui. Juste, le diaporama précédent, il y avait un rythme plus ou moins régulier. Est-ce que la réponse, on dit que c'est irrégulier, Zeda? Oui, vous avez raison. Là, tu vas dire un rythme régulier, sinusal, mais avec des extrasystoles. Des extrasystoles. Ça se comprend. Puisqu'ils sont bigéminés, ils vont garder la régularité du rythme. Parce que c'est un pour un. Ah, d'accord. Donc voilà, j'avance un peu parce que le cours, il y a encore des éléments à dire. Dans l'origine de l'extrasystole ventriculaire, il faut regarder l'aspect en V1. Si cet extrasystole ventriculaire vient du ventricule gauche, vous allez trouver un aspect de retard droit. Vous imaginez, si mon influx part d'un ventricule, qui est ici on a parlé du ventricule gauche, donc c'est le ventricule gauche qui va se contracter en premier lieu, et le ventricule droit va suivre. Donc il va se contracter avec un retard. Et l'aspect électrique sera qui ressemble à un aspect de retard droit, un aspect de bloc de branche droite. Si quelqu'un peut me dire l'aspect droit en V1, qu'est-ce qu'il donne? Vous n'avez pas encore vu les BBD? Non? Est-ce que vous avez déjà vu les troubles de la conduction? Non, pas encore. Non, pas encore. Ok, pas encore. C'est pas grave. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner en V1. Si la prédominance négative en V1, si vous avez une négativité, un aspect QS en V1, c'est que votre extrasystole vient du ventricule droit. Là, ça appelle ça en retard gauche. D'accord? Par contre, si l'extrasystole vient du ventricule droit, c'est le retard gauche, il faut savoir qu'elle est souvent bénigne. C'est moins grave qu'une extrasystole qui vient du ventricule gauche. Peut-être j'aurai des exemples pour mieux expliquer. Je reviendrai sur l'exemple. Hein.
Et puis, la deuxième chose qu'il faut chercher, c'est la morphologie des extrasystoles. Il y a des extrasystoles qui sont monomorphes, c'est-à-dire ils viennent tous du même foyer extrasystolique ventriculaire. Ils peuvent être polymorphes au niveau d'un même ventricule ou des deux ventricules en même temps. C'est encore plus grave. Bien sûr, il faut savoir que chaque fois qu'ils sont monomorphes, elles sont plus bénignes que les extrasystoles qui ont plus que 3 aspects. La fréquence est importante à noter. La fréquence des ESV est très variable. On va préciser leur nombre par tracé. Au mieux, si vous avez un tracé de 24 heures, de parler de leur survenue par jour, et puis leur alternance éventuelle avec un ou plusieurs complexes de base. Un bigéminisme, comme on a vu, un trigéminisme. Et qu'est-ce que ça veut dire un trigéminisme? On a vu le bigéminisme, c'est une extrasystole, un complexe normal, une extrasystole, un complexe normal. Le trigéminisme, c'est 2 complexes normaux, une extrasystole. 2 complexes sinusaux, une extrasystole. Et ce caractère, aussi un caractère répétitif, il faut le chercher, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a-t-il des doublés, des triplés ou des salves? Qu'est-ce que ça veut dire doublé? D'un coup, on a 2 extrasystoles successives, ou triplé, 3 extrasystoles successives. Vous avez certainement compris, c'est encore plus grave. Plus on a une activité répétitive, moins c'est bon. Donc, et puis après, on peut avoir des salves. Et quand on parle de salves de SV, c'est qu'on aura plus que 3 extrasystoles successives, 4 ou plus. Donc voilà, je vous montre des exemples. Ça, c'est un exemple d'un... Oui. Qui يبدا triplé ولا سال تسمى TV. Voilà, même question. On va y arriver, c'est vrai. Quand on a une salle d'extrasystole ventriculaire, on parle de TV non soutenue. Tout à fait. لازم tachycardie في بالي. La tachycardie ventriculaire, on la verra tout de suite, juste dans le deuxième cours qui précède, qui va venir. Donc, suivez maintenant. Un bigéminisme, c'est quand on a un QRS normal, sinusal, une extrasystole ventriculaire, un QRS normal, une extrasystole ventriculaire, un par un pour un. Et vous avez vu la caractéristique, il n'y a pas d'onde avant, il y a ce repos derrière. Le QRS, il est complètement différent et large par rapport au QRS de base, avec une onde de T géante qui est opposée à son QRS. Là, elle est positive parce que le QRS est négatif. Regardez en bas, ça, c'est deux QRS normaux pour une extrasystole. Vous êtes d'accord? Trigéminisme. Trigéminisme. C'est un trigéminisme. Là, vous voyez que l'extrasystole, elle est de morphologie différente, elle est large, elle ne ressemble pas du tout au QRS sinusaux. Il n'y a pas d'onde P avant. L'onde de T, elle est géante et opposée au QRS. Ici, elle est positive, l'onde T est négative. Il y a un petit repos derrière. Ce n'est pas la même distance qu'ici. Et du coup, ça, on appelle ça un trigéminisme ventriculaire. Regardez ici, on a des doublés. 2 extrasystoles, mais qui restent de morphologie identique. Ça, c'est moins grave que d'avoir des triplés de morphologie différente. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est bénigémisme ventriculaire, trigémisme ventriculaire et des doublés ventriculaires. Madame, j'ai pas compris le salve. La salve, on va y arriver. On va y arriver. Donc là, vous voyez encore une image de doublé, 2 extrasystoles ventriculaires successives, on les appelle doublés. Ici, on a 3, c'est un triplé. وقتاش نحكيو على salve, on parle de salve quand on aura plus que 3. J'espère que j'en ai une. Quand on a plus que 3, ça s'appelle salve. C'est une salve d'extrasystole ventriculaire. 3, c'est triplé. Plus que 3, on l'appelle salve. Vous imaginez 4 ou 5 complexes, ça s'appelle salve. Le couplage, c'est quoi l'histoire du couplage? Un élément très important, il doit être précisé. Donc, c'est en fait la distance entre l'extrasystole et l'onde de T. Et on parle d'un couplage long quand il y a une distance suffisamment bonne entre le RR et le QT, supérieur à 1. Il est court quand l'index de prématurité, on appelle l'index de prématurité carrément, la distance RR entre le QRS normal et le QRS extrasystolique sur l'espace QT. Quand il est inférieur à 0,88, il y a de mauvais pronostics. Je ne vous propose pas vraiment de calculer ça. Il suffit juste de regarder ce QRS extrasystolique. Est-ce qu'il est trop proche ou non de l'onde de T? Et carrément, si vous voyez un phénomène R sur T, c'est-à-dire l'extrasystole vient sur l'onde de T, c'est très grave. Ça montre
que ça peut dégénérer en un trouble de rythme plus grave, que vous en avez parlé tout à l'heure, qui est la tachycardie ventriculaire. Donc, quand ce couplage il est fixe, c'est un bon pronostic. Quand il est variable, c'est encore un mauvais pronostic. Voilà le phénomène R sur Madame, Madame بلي في الكاركتير ريبيتيتيف كيف يولي عندنا مرة دوبلي ومرة ريبلي وموش كونستون معناها on ne précise pas الكاركتير ولا شنو نقولوا بالضبط معناها. Faut dire que j'ai des doublés et des triplés. S'ils sont de même morphologie, il faut le dire, ils sont de morphologie différente, il faut le mentionner. Parce que c'est très important de les mentionner, parce qu'ils ont un pronostic grave. Ils risquent, le patient qui a des doublés et des triplés, il risque de faire des salves et après dégénérer en tachycardie ventriculaire. D'accord? D'accord, clair. Merci. Donc là, la survenue d'une extrasystole ventriculaire dans une période vulnérable qui est endetté, le sommet d'endetté du QRS qui la précède, c'est là où il y a le potentiel d'action, ça peut donner un stimulus et ça peut donner des torsades de pointe. Torsades de pointe, on va revenir dans le trouble de rythme. C'est un trouble de rythme qui peut être grave, qui peut passer carrément une arythmie ventriculaire plus sévère. Et ça, les causes, ça peut être une ischémie coronaire, une hypokaliémie, un syndrome de QT long. Il y a beaucoup de choses qui peuvent donner ce phénomène de R sur T, que je vous montre ici. Regardez sur cet électrocardiogramme. Je vous invite toujours à regarder la dérivation la plus longue en bas. Il n'y en avait pas, il n'y a pas. Il n'y a pas de dérivation longue. Donc ici, on a une extrasystole qu'on voit en V1, en V2. C'est la même. Hein. Quand vous regardez ici votre extrasystole par rapport à l'onde de T qui précède, l'extrasystole tombe pile sur l'onde de T. Donc ce qu'on appelle un phénomène de R sur T. C'est très dangereux d'avoir ce phénomène-là. Le risque, c'est que ça dégénère en trouble de rythme plus grave. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une extrasystole ventriculaire? Il faut voir, patient symptomatique ou non, il a des palpitations ou non, est-ce qu'il a des douleurs thoraciques, est-ce qu'il est dyspnéique, est-ce qu'il a syncopé? C'est des éléments très importants à rechercher. Il faut analyser la clinique, son terrain, la relation avec l'effort, le terrain, c'est-à-dire s'il est coronarien, c'est encore plus grave que quelqu'un qui n'a pas d'antécédent. La morphologie, la typologie des extrasystoles, la cardiopathie structurelle, est-ce qu'il a des maladies rythmiques comme des canalopathies? Je ne m'arrête pas sur ça, c'est trop spécialisé. Il faut vraiment regarder le bilan biologique. Il faut savoir qu'un problème de kaliémie ou de calcémie, de magnésémie peut donner des extrasystoles ventriculaires qui vont régresser si on corrige ces éléments-là. Et puis, un bilan cardiaque certainement s'impose. Parce qu'extrasystole sur cœur sain, c'est différent d'une extrasystole sur cœur pathologique. Et je passerai directement vers les troubles de rythme. Hein. Est-ce que je peux avoir la deuxième présentation? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cette petite première partie? Madame, le couplage. Oui. Le couplage, c'est quoi? C'est la distance entre l'extrasystole et l'onde de T qui la précède. Plus cette distance est courte, moins c'est bon. Quand cette extrasystole, vous pouvez mettre... Oui, juste vous avez Il y a des questions? deux questions. Ah, d'accord. Ok, donc je termine cette question et je reviens sur les deux autres. Donc, est-ce que c'est clair? Le couplage, c'est la distance entre l'extrasystole ventriculaire et l'onde de T qui la précède. Je vois qu'Yasmine a posé une question. On trouve généralement une bradycardie ou bien une tachycardie. Là, vous parlez quand il y a une extrasystole. Souvent, l'extrasystole, elle va ralentir un tout petit peu le rythme. Pas trop. Pas forcément, on aura un changement du rythme. Vous allez voir, la tachycardie, c'est quand on a une TV carrément. Ici, le rythme n'est pas trop changé. Hein. Et comment différencier entre QRS extrasystolique et un bloc de branche? Bravo, une très bonne question. Dans un bloc de branche, il y a une onde de P. Il y a une onde P qui précède. C'est qui a posé cette question? Je ne sais pas c'est qui. En tout cas, c'est une très bonne question. Alors, il y a une extrasystole. Elle n'a pas d'onde P avant. Dans un bloc de branche, l'onde de P, elle sera là. Elle sera sinusale avec un PR constant. J'espère avoir bien répondu à ta question. Je ne sais pas c'était qui. Oh, là, on va passer à la deuxième partie, c'est pas grave. On va passer à la deuxième partie du cours, qui sont les troubles de rythme. Madame, j'ai une question. Oui, je t'écoute. J'ai pas compris le RT. Le RT, le phénomène R sur T. R pour dire l'air de l'extrasystole,
T pour dire l'onde T du QRS précédent. Quand on a R sur T, c'est-à-dire l'extrasystole qui vient au-dessus de l'onde T, du complexe sinusal qui la précède, c'est dangereux. C'est une zone vulnérable où le cœur, à ce moment-là, les cellules peuvent être sollicitées et surexcitées, ils peuvent faire un passage en trouble de rythme. Donc c'est ça, R pour dire le R du complexe extrasystolique et T pour parler de l'onde T de complexe qui la précède. C'est une zone vulnérable, l'onde T c'est une zone vulnérable. Si on la sollicite, si la surexcitation vient à ce moment-là, elle risque de dégénérer en trouble de rythme plus grave, on verra tout de suite. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Donc là, on va parler des troubles de rythme. Et les troubles de rythme, je commencerai par cette photo pour vous dire que ça peut être tout simplement une belle vague qui est passagère, comme ça peut être un tsunami et prendre la vie des patients. Donc c'est très important de bien analyser les troubles de rythme pour faire la différence entre le moins grave et le pire de ces troubles de rythme. Pour analyser un électrocardiogramme à la recherche d'une arythmie. Là, il faut regarder, pour parler d'arythmie, il faut avoir une fréquence cardiaque au-delà de 100. Dire tachycardie, c'est une fréquence cardiaque au-delà de 100. Là, la deuxième étape qu'il faut faire, donc je vois l'électro, je trouve que la fréquence cardiaque est au-delà de 100, je dois regarder mon QRS. Mon QRS est fin ou il est large. Fin, c'est-à-dire inférieur à 120 millisecondes, ou bien large, c'est au-delà de 120 millisecondes, au-delà de 3 petits carreaux. En ce moment-là, j'ai déjà fait un bon tri. Tachycardie à QRS fin, tachycardie à QRS large. C'est-à-dire, si je suis devant une tachycardie à QRS fin, c'est qu'a priori, elle vient d'ici. Je vous rappelle cette image, c'est un schéma qui montre le cœur, oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droit. Ici, on a un nœud sinusal au niveau du toit de l'oreillette droite qui va donner le premier influx, c'est lui qui va donner cette onde de P grâce à la dépolarisation des deux oreillettes qui va être transmise vers le nœud auriculo-ventriculaire qui donnera l'influx, le fera passer à travers le réseau de His et les deux branches droite et gauche ainsi que le réseau de Purkinje vers les deux ventricules. La dépolarisation ventriculaire se fera en même temps synchrone et elle donnera un QRS fin. Quand on parle de QRS fin, c'est que forcément la commande est supraventriculaire. C'est pour ça que c'est extrêmement important de différencier sur un trouble de rythme ou une tachycardie, mon QRS est fin ou large. Si mon QRS est fin, l'influx vient d'en haut. D'en haut, c'est-à-dire du sinus, des oreillettes, du auricule ventriculaire ou de la jonction. S'il est large, on verra que ça peut être autre chose. Donc, je regarde le rythme, je trouve que mes QRS sont fins. Vous êtes devant une tachycardie supraventriculaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions entre-temps? D'accord. Donc là, si je suis... Oui. Lorsqu'on dit trouble de rythme, on parle de tachycardie et bradycardie ou on parle de rythme irrégulier? Non, on parle que de trouble de rythme, on ne parle pas de la conduction. La bradycardie, c'est un trouble de la conduction. Ça, vous allez avoir un TD sur le trouble de la conduction qui risque de donner des bradycardies. Quand on parle ici de trouble de rythme, c'est un rythme accéléré ou pathologique arythmique. Il est irrégulier. On ne parle pas de bradycardie. Les bradycardies, vous allez voir, on va les voir avec les troubles de la conduction. Qui vont donner une arythmie, mais bradycardie. Ici, c'est vraiment des troubles de rythme, c'est-à-dire un rythme au-delà de 100 par minute. Donc, on regarde en premier lieu le QRS. Donc, il peut être soit régulier, soit irrégulier. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, la première étape, c'est de regarder le QRS. Si le QRS fin, je suis 100% devant une tachycardie supraventriculaire. Les tachycardies supraventriculaires sont de différents types. Vous allez voir, il y a plein de types. Il faut regarder maintenant le rythme. J'ai une tachycardie, respiration, QRS fin, donc c'est une tachycardie supraventriculaire. Je regarde le rythme, régulier ou irrégulier. S'il est régulier, il y a 4 diagnostics. Il y a la tachycardie type sinusale, il y a la tachycardie type jonctionnelle, il y a la tachycardie type atriale, il y a ce qu'on appelle le flûteur atrial. On reviendra sur ces tachycardies une par une. Donc, on va y aller vers la tachycardie sinusale. C'est quoi une tachycardie sinusale? Regardez en bas, le rythme il est vraiment sinusal, en 2P, QRS, en 2P, QRS, PR constant.
P positif en D2, D3, AVF, si vous avez un ECG complet. Donc là, c'est clair. Par contre, on a une fréquence cardiaque au-delà de 100. Il faut savoir que le nœud sinusal, c'est un nœud, je peux dire que c'est un nœud qui ne donne pas plus que 120 par minute. C'est exceptionnel qu'il donne une fréquence cardiaque au-delà de 120 par minute. Le nœud sinusal, souvent, il ne dépasse pas les 100. Mais bon, si vous trouvez une fréquence cardiaque au-delà de 120, acharnez-vous à vérifier qu'elle est sinusale. Il faut vraiment identifier cette onde de P avec le PR constant, parce qu'à une fréquence élevée, c'est difficile. Il faut savoir qu'une tachycardie sinusale, en elle-même, ce n'est pas une maladie, mais elle cache un problème autre. Elle peut cacher une adaptation à un phénomène physiologique. Par exemple, nous tous, on a un rythme sinusal. Si on fait un effort, si on est stressé par le coronavirus, par exemple, on peut avoir un rythme sinusal mais accéléré. La tachycardie peut être une tachycardie sinusale d'adaptation à un phénomène pathologique. Quand on fait de la fièvre, quand on a une poussée d'assistance cardiaque, quand on a une hyperthyroïdie, ce sont des causes qui peuvent donner une tachycardie sinusale. Ça reste toujours pas une pathologie du corps, mais le corps va subir les conséquences d'autres pathologies. Comme la tachycardie, dans une seule condition, elle peut être une tachycardie sinusale inadaptée, c'est-à-dire il y a des gens qui ont une décharge du nœud sinusal inadaptée, plus qu'il le faut. Il est au repos, il bat quand même au-delà de 100 par minute. C'est rare. Ça existe, c'est rare. Ça reste quand même une pathologie très rare et bénigne, mais c'est vrai qu'elle est gênante pour les patients parce qu'ils peuvent sentir des palpitations. Sur le plan électrique, comment faire le diagnostic de tachycardie sinusale? C'est une tachycardie régulière, permanente. Les nourrissons, là je vous donne juste quelques chiffres parce qu'il ne faut pas se tromper. Quand je dis au-delà de 100, je parle d'adultes, mais vous voyez que la fréquence cardiaque chez le tout petit elle est différente. Chez le nourrisson, pour parler de tachycardie, il faut que ça soit au-delà de 180 par minute. Pour les petits enfants, moins de 5 ans, c'est au-delà de 140 battements par minute. Pour le grand enfant, c'est au-delà de 130. Pour l'adolescent de 7 ans et 16, il faut que ça soit au-delà de 110. Et pour les adultes, c'est au-delà de 100 par minute. Le ventriculogramme est de morphologie normale. Et il est précédé par son onde de P sinusale qui est positive en D2, D3, AVF. Le PR doit être constant. Donc, c'est la définition du rythme sinusal. Voilà l'exemple d'une tachycardie sinusale. Je vous invite toujours à regarder une dérivation longue et ne regardez pas, par exemple, regardez ce que vous voyez, D3, vous ne comprenez pas grand-chose. Si vous regardez AVR, on ne voit même pas très bien l'onde de P. Il faut regarder les dérivations où on voit le mieux l'onde de P. Il y a V1 ou D2. Et là, D2, ce n'est pas clair, mais regardez le V1, c'est très joli. Et d'ailleurs, on a fait un V1 long en bas. Suivez le V1 long. Vous allez voir que je suis devant une tachycardie, c'est clair. Le rythme, elle est à combien? J'ai deux gros carreaux entre, pratiquement, deux gros carreaux entre deux QRS. C'est deux. C'est deux. Donc, 300 sur 2, c'est 150. C'est une tachycardie à 150, donc c'est une tachycardie. Et un QRS 100, vous êtes tous d'accord que le QRS est fin? C'est même pas de petits carreaux, c'est 0,07 ou 0,08 millisecondes, donc c'est un QRS normal. Et puis, j'ai quand même, ce qui est l'élément très important, je vois une jolie onde P avec un PR constant. PQRS, PQRS, PQRS. Là, c'est une tachycardie type sinusale. C'est clair parce que je vois très bien l'onde de P. Le deuxième trouble du rythme supraventriculaire, c'est-à-dire une tachycardie à QRS fin et qui est régulière, c'est la tachycardie jonctionnelle. Donc, c'est une tachycardie régulière à QRS fin, on vient de le dire. C'est la définition de TSB. C'est un trouble de rythme qui est quand même assez fréquent, en particulier sur le sujet jeune. Madame, la tachycardie jonctionnelle concerne le nœud auriculo-ventriculaire. J'arrive. Si vous voulez, à chaque fois que je suis sur une partie, attendez que je termine pour vous poser la question. Je n'ai pas encore terminé avec la question. Il va certainement comprendre où ça vient. Donc là, je vous ai dit qu'elle est assez fréquente. Et particulièrement, elle atteint le sujet jeune et ça évolue sous le mode paroxystique. La question de votre ami se dit, d'où vient cette tachycardie jonctionnelle? Donc, c'est une tachycardie dont le trajet total ou partiel utilise le nœud auriculo-ventriculaire. Parfois, le faisceau de His jusqu'à la bifurcation. C'est bien avant la bifurcation, c'est pour ça que le QRS est fin.
parce que ça vient vraiment de la jonction, le nœud ou le faisceau de His. Elle peut être, on dit aussi, une tachycardie paroxystique par rythme réciproque. Le rythme peut se faire par une réentrée intranodale au niveau du nœud lui-même ou sur une voie accessoire. Je n'entrerai pas trop de détails dans les voies accessoires, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ça dans le stage de Wolff-Parkinson-White, mais ce n'est pas tellement pertinent à vous expliquer dans un TD. Si vous aurez l'occasion de le voir en stage, sinon, ce n'est pas très pertinent. Il faut savoir qu'une tachycardie jonctionnelle, c'est comme cet exemple-là, c'est une tachycardie, c'est clair, vous êtes tous d'accord? Je suis devant un rythme régulier, franchement régulier, entre deux QRS, j'ai un carreau et demi, pratiquement à 180 cycles par minute. Je suis devant un QRS fin, tout le monde est d'accord que le QRS est vraiment fin, donc tachycardie régulière, QRS fin à 180 par minute. Est-ce qu'il y a une onde de P? La première chose que beaucoup se cherchent, est-ce que ce n'est pas sinusal? On a dit de 1, c'est exceptionnel que le nœud sinusal fait 180 par minute. On fait attention, il n'y a pas d'onde de P avant le QRS. Je vois le D2, je vois le V1. Par contre, regardez là où il y a les flèches, il y a cette petite onde P' négative au pied de QRS. Après le QRS, une onde de P, on appelle une P rétrograde. Ça montre que ma tachycardie, si je trouve cet élément sémiologique sur le CG, ça montre que je suis devant une tachycardie jonctionnelle. Des fois, je ne la trouve pas du tout. Elle est inclue dans le QRS, je ne la vois pas. Mais si je la vois, c'est encore un élément en faveur du diagnostic que je suis devant une tachycardie jonctionnelle. Ça ressemble à l'extrasystole jonctionnelle qu'on a vu dans les extrasystoles supraventriculaires. Le QRS, il est fin, mais l'onde de P, au lieu d'être sinusale avant le QRS, elle est au pied de QRS. Juste après, et là, elle est élément négative. Vous voyez qu'elle est là, une déflexion négative, là où il y a les flèches. Sur le plan clinique, la tachycardie jonctionnelle paroxystique, on l'appelle la maladie de Bouvray. C'est une pathologie que je vous ai dit, elle atteint surtout les sujets jeunes, à cœur sain. C'est une pathologie bénigne. Elle atteint souvent les femmes dans 70% des cas. Les symptômes, c'est des palpitations, sensations de fatigue. Ça peut donner des lépothymies, carrément des syncopes. Ça peut donner des dyspnées, rarement des douleurs anguleuses. La tachycardie, elle a l'aspect d'être de début et de fin brusque. Donc, le patient ou la patiente sentira venir son malaise. Ça revient, le QRS est large. Bon, je réponds à cette question si vous permettez. Il y a quelqu'un qui pose la question. Achraf, c'est ça? Il me dit, dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White, est-ce que le QRS est large? Je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails, mais je répondrai à votre ami que dans un Wolff-Parkinson-White qui passe par les voies sinusales, c'est vrai que le QRS est large. Mais dans une TJ sur Wolff, c'est un circuit de réentrée. La durée de QRS dépendra de la voie qui est prise. Pour ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Il faut vraiment un schéma pour l'expliquer. Si le flux passe en antirograde par la voie accessoire, le QRS sera large. S'il revient par la voie accessoire, il passe par le nœud sinusal, le QRS sera fin. Bon, pour répondre plus simplement à votre question, dans une TJ sur Wolff-Parkinson-White, le QRS peut être fin. Il peut être fin si la voie de conduction est une voie qui donne l'influx vers le haut. Ce n'est pas l'antirograde, c'est en rétrograde. Ça reste quand même assez compliqué pour vous, je crois, parce qu'il faut un peu de temps pour l'expliquer et ce n'est pas pertinent à votre stade. Mais quand même, vous avez compris. Merci pour votre compréhension. Donc là, la tachycardie, elle est à début et fin brusque. La durée de quelques minutes à plusieurs heures, la fréquence est entre 180 et 200. Et là, les patients doivent connaître les manœuvres vagales. On va parler un tout petit peu après des manœuvres vagales. Je vais vous expliquer c'est quoi les manœuvres vagales et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ici, dans une tachycardie jonctionnelle, apprenez-le, les manœuvres vagales peuvent être un traitement. Ça peut réduire ce trouble de rythme. L'évolution, elle est peu prévisible, on ne sait pas. Il y a des gens qui arrêtent d'avoir des crises, il y a d'autres qui nécessitent un traitement à part la manœuvre vagale, un traitement médical. L'autre trouble de rythme supraventriculaire qui reste à QRS fin régulier, c'est le flûteur auriculaire. C'est quoi le flûteur auriculaire? Là aussi, c'est un établissement d'un circuit de macro-réentrée au niveau des oreillettes. C'est un mouvement circulaire de dépolarisation dans le myocarde auriculaire. Ça donnera un aspect très particulier de l'ECG que vous voyez ici. C'est un aspect de l'auriculogramme, on ne l'appelle plus onde P, ce n'est pas une onde P, c'est une onde F de flûteur
qui a cet aspect, suivez ma flèche, regardez comment elle fait un aspect, on l'appelle en dent de scie ou en doigt d'usine. Là, je vous ai montré un tracé, là, il n'y a pas de tachycardie, hein. Vous voyez, la fréquence cardiaque ici, c'est pratiquement à 70 par minute. C'est exprès, c'est ralenti pour vous montrer cet aspect d'auriculogramme très particulier d'onde F en dent de scie en toit d'usine. Donc, le flotteur atrial est caractérisé par un rythme atrial organisé en une macro-réentrée battant entre 250 et 350. Moi, je voulais que vous reteniez les 300 par minute. Ces ondes F, souvent, elles battent à 300 par minute. Vous allez trouver entre deux ondes F un seul gros carreau. La conduction via le nœud auriculoventriculaire est variable. Là, je tire votre attention que dans un flûteur atrial, la conduction peut être fixe. Et en ce moment-là, on aura un rythme régulier. Mais la conduction peut être variable. Vous avez certainement compris que le rythme peut être irrégulier. Un flûteur auriculaire peut avoir un rythme régulier si la conduction est fixe et peut avoir un rythme irrégulier si la conduction est variable. Si la conduction elle est fixe, on peut avoir quand même des variations et des multiples, sous-multiples de 300. Si elle est à 2 sur 1, vous allez trouver 150. Si elle est à 3 sur 1, vous allez trouver une fréquence cardiaque à 75. Là, sur l'électrocardiogramme, je vais encore m'expliquer. Le siège du flûteur est toujours au niveau de l'oreillette droite. Non, ça peut être l'oreillette droite ou l'oreillette gauche. C'est auriculaire, mais ça peut être droit ou gauche. Hein. J'avais une question. Est-ce que le flûteur naît toujours de l'oreillette droite? Non. Sa naissance peut être de l'oreillette droite ou gauche. Donc, sur le pôleur ECG, vous allez trouver une disparition des ondes P qu'on connaît, qui sont remplacées par une ligne de base en dents de scie, qui battent à 300 par minute. Les ondes F, ils battent à 300 par minute. On les voit très bien en D2, D3 AVF et en V1. C'est là où on voit mieux les ondes F du flûteur. Parce que si vous voyez les autres dérivations, vous n'allez pas pouvoir comprendre. On a encore une question. Qu'est-ce que ça veut dire macro-réentrée? Oui, vous avez raison, c'est une notion importante. Il y a des circuits électriques dans l'oreillette. Ça peut donner on peut avoir des micro-réentrées cellulaires. C'est des cellules qui sont pas complètement, qui ne polarisent pas quand il le faut, suite à l'influx nerveux qui vient du nœud sinusal, mais ils vont faire un circuit entre elles. Des cellules pathologiques qui vont faire un circuit entre elles et ils vont donner cette dépolarisation des oreillettes prématurées et cycliques en ondes F. Pourquoi on dit macro-réentrée? Parce qu'il y a des micro-réentrées qui peuvent donner aussi des troubles de rythme, mais qui sont plus anarchiques. Ça, on verra après, ça peut donner de la fibrillation auriculaire. Ici, le rôle du nœud auriculoventriculaire est de filtrer les influx. Donc là, si les ondes F battent à 300 par minute, le nœud auriculoventriculaire, il ne va pas laisser passer ces 300 par minute. Vous imaginez, ces 300 battements par minute passent au ventricule, ça va donner ce qu'on appelle une fibrillation ventriculaire. Et hémodynamiquement, c'est quelque chose qui est incompatible avec la vie. Et le patient va avoir un arrêt cardiaque, un arrêt circulatoire. Et c'est pour ça que le nœud auriculoventriculaire, il est sage. Il a une activité décrémentielle. Il ne va pas laisser passer les 300 par minute vers les ventricules et il va faire un tri, un filtre. Il filtre, ça peut être 2 sur 1, donc c'est toujours un sous-multiple de 300. S'il fait passer il bloque une, ce sera 150 par minute. S'il passera une, il bloquera 2, ce sera 100 par minute. S'il passera 3, et ainsi de suite. Donc, on aura une conduction 2 sur 1, 3 sur 1, ça peut être 4 sur 1, sur le même tracé, sur un tracé. Ou si la conduction est variable, il bloque 2 fois 2, il bloque 2 fois 3, il bloque 1, ça va être sur un même tracé, le rythme sera irrégulier. Ce que j'ai dit tout à l'heure, dans un flûteur atrial, le rythme peut être régulier ou irrégulier. Ok. Madame, j'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a un seul foyer ectopique ou plusieurs foyers? On peut avoir plusieurs. Dans un flûteur commun, c'est un peu compliqué. Il y a des flûteurs avec un seul foyer. Il y a des flûteurs avec un seul foyer. D'ailleurs, l'aspect est très particulier et typique. Il y a d'autres qu'on peut avoir d'autres foyers. Et d'ailleurs, en ablatant, on doit ablater des zones particulières pour éviter les macro-réentrées qui peuvent apparaître. Oui, on peut avoir... Madame, donc انت قلت لنا ممكن نلقاو ان سول فوي هكا ولا في الفليتان.
Donc, madame, vous كيفاش نعمل différence entre l'extrasystole auriculaire اللي عنده زاد un seul foyer معناتها différent nœud sinusal ou le flûteur auriculaire. Ok. Pour une extrasystole, vous allez trouver un complexe pathologique qui vient d'un foyer qui a donné ce complexe-là, ou deux, trois. Dans un flûteur, l'activité auriculaire, elle est complètement, dépend complètement de ce rythme-là. Vous n'allez pas trouver des complexes sinusaux. C'est complètement, le nœud sinusal, il est complètement effacé et débordé par cette macro-rentrée, par ces ondes F qui vont prendre le relais. Ce n'est pas un incident. Une extrasystole, c'est un incident. Un seul incident, deux, trois, quelques incidents. Mais par contre, dans un flûteur, c'est permanent. On a quelque chose qui prend le relais, qui est beaucoup plus rapide, qui va à 300 par minute, donc elle va complètement dépasser le nœud sinusal. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à ta question. Oui, madame, merci. Madame, Oui. Lorsque la conduction est à un rythme de 1, on dit que le rythme est régulier. Si la conduction est fixe, 2 sur 1, ou elle a 3 sur 1, ou elle a, en tout cas, il a une seule valeur. Il met 2 sur 1 tout le temps, ou 3 sur 1 tout le temps, le rythme il doit être régulier. Par contre, si il y a par moment 2 sur 1, par moment 3 sur 1, des fois on bloque une, des fois on bloque deux, le nœud auriculoventriculaire et bloque de façon intermittente ces ondes F, ça va donner un rythme irrégulier. C'est ce que je voulais vous dire, qu'un flûteur atrial peut être régulier ou régulier. Et TJ 100% régulière, le flûteur, non. Il peut être régulier ou irrégulier, ça dépendra de blocage. Est-ce qu'il est intermittent ou permanent des ondes F? J'ai réussi à répondre? Oui, merci. Très bien. Je n'ai pas d'autres choses aussi. Le macro-réentrée est dû à des ischémies, calcification au niveau de l'oreille. Tout à fait. Il y a, je crois, Amélie qui a posé une très bonne question. Elle disait que ces macro-réentrées dans les oreillettes, est-ce que c'est dû à l'ischémie, calcification et fibrose? Effectivement, elle peut être due à de l'ischémie ou à de la fibrose ou à des calcifications des oreillettes. Des fois, des oreillettes très, très tendues, très dilatées à cause d'une valvulopathie peuvent faire apparaître ces foyers de nécrose. Et des fois, des patients qui sont pas de problème cardiaque, qui ont un problème purement respiratoire, les PPCO ou quelqu'un qui est hospitalisé pour un asthme aigu grave, peut passer en flûteur. La cause, c'est l'ischémie des oreillettes. Tout à fait, tu as parfaitement raison. Donc, l'évolution, pourquoi on craint ce trouble de rythme? Il peut donner des accidents thromboemboliques. Donc, faites attention, un flûteur, il est thromboembolique. C'est-à-dire, si on a parlé de TJ tout à l'heure, on n'a pas parlé de cette complication, le flûteur, c'est différent. Les oreillettes, ils ne vont pas se vider complètement de sang. Il n'y a pas cette onde de P sinusale, donc cette systole auriculaire correcte. Donc, si les oreillettes ne se vident pas correctement de sang, il y aura une stase de sang à l'intérieur, il y a un risque de formation de thrombie dans l'auricule gauche ou l'oreillette carrément. Donc, ces patients-là doivent être... Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pour prévenir ces accidents thromboemboliques. Anticoagulant. Il faut mettre ces patients sous traitement anticoagulant. L'autre conséquence, ils peuvent avoir des poussées d'insuffisance cardiaque. Ces malades peuvent faire de l'insuffisance cardiaque à cause de ce rythme qui nous ampute notre systole auriculaire. Donc, c'est un ventricule qui n'aura pas de systole auriculaire. Donc, à la longue, il peut souffrir, il peut faire baisser son débit cardiaque et ça peut donner de l'insuffisance cardiaque. Les étiologies, c'est le plus souvent des cardiomyopathies. Comme je vous dis, ça peut être un rétrécissement mitral, une valvulopathie. Or, ça peut être hors cardiaque. Une pneumonie grave avec une hypoxie sévère peut faire passer le patient en flûteur. Le traitement, il faut réduire. Après une anticoagulation efficace, il ne faut pas réduire les patients avant de vérifier que votre auricule gauche est vide de thrombose, de thrombus, de thrombie. Et comment on va vérifier? Par l'écho-transœsophagienne. ETO pour dire écho-transœsophagienne. On vérifie qu'il n'y a rien dans l'auricule, on peut en ce moment-là réduire le rythme. Par quoi le réduire, excusez-moi, par les anti-arythmiques, AA pour dire anti-arythmique, c'est-à-dire par les médicaments, ou bien par une électrostimulation, par un choc électrique externe. Il y a deux moyens de réduire.
Je n'entrerai pas trop dans le détail. Vous allez voir dans l'ACFA les détails de cette réduction. Et puis, la radiofréquence est un moyen de traitement radical de flûteurs. Si le patient récidive son flûteur, on peut ablater par radiofréquence ces circuits de macro-réentrée, on peut les couper par une sonde qui va délivrer des radiofréquences. Voilà un exemple d'un flûteur atrial à conduction fixe, 2/1. Là, vous voyez, je suis devant une tachycardie régulière, vous êtes d'accord? Vous voyez le D de lent en bas? Non, c'est un D de lent ici. C'est un D de lent régulier. À 150 par minute, il y a 2 gros carreaux entre 2 QRS, donc la fréquence cardiaque est à 150 par minute. Et si vous voyez, est-ce que c'est sinusal? On ne voit pas d'onde P, par contre, on voit ça. Suivez ma flèche, regardez ce qu'elle fait la flèche. Donc, j'ai une onde F qui ne retourne pas à la ligne isoélectrique, mais qui fait ce qu'on appelle cet aspect en dents de scie. Regardez, si vous la suivez par une autre couleur, vous allez trouver cet aspect-là, jamais de retour à la ligne isoélectrique, une onde sinusoïdale en dents de scie ou en toit d'usine. Donc ça correspond vraiment à un flûteur typique. Un autre flûteur, mais à conduction variable. Vous voyez, ici, il a fait 2/1, elle est à 150. Ici, il a fait 4/1, donc elle est à 100, c'est ça? Là, il fait aussi 4/4, puis après, il revient à 2, à 3. Donc là, la conduction, elle est variable. Vous voyez les ondes F de flûteur, très joli, hein, très évident. Il n'y a pas de retour à une électrique, c'est un aspect très typique. Et vous voyez des QRS qui ne sont pas du tout réguliers à cause de cette conduction irrégulière. L'autre trouble de rythme qui donne une tachycardie à QRS fin régulière, c'est la tachycardie atriale focale. C'est quoi? Là, déjà, je commençais par l'aspect électrique. C'est une tachycardie entre 130 et 240 par minute quand elle est tachycarde, parce que là, je vous montre un exemple de tachycardie atriale, mais ralentie par le traitement. On va trouver des ondes P' ici, ce n'est pas des ondes F, des P' qui ressemblent aux ondes P, mais qui ont une fréquence cardiaque très élevée. Vous voyez que la fréquence des ondes P elle est très élevée. On a un gros carreau entre 2 ondes P'. Donc, c'est pratiquement 300 par minute. Donc, il y a un retour à la ligne isoélectrique ici. Ce n'est pas comme dans le flûteur. Hein. Et ici, c'est ralenti. Vous avez remarqué autre chose aussi, ça peut être irrégulier aussi, une tachycardie atriale. Elle peut être régulière comme elle peut être irrégulière. Régulière, c'est la conduction est fixe, comme là. Vous voyez 2 ondes P' pour un QRS, donc c'est un 2/1. Par contre, ici, il y a une tachycardie toujours atriale, mais irrégulière. Pourquoi? Parce qu'ici, je vois 3 petites ondes de P' pour un QRS, ici 3 pour un QRS, ici, je vois 2 pour un QRS, il y en a 1 pour un QRS. Donc là, la conduction, elle est variable et la tachycardie peut être irrégulière, comme dans le flûteur. Un autre exemple, tachycardie atriale régulière, mais ralentie. Vous voyez que les ventricules ne sont pas tachycardes. La tachycardie, juste, on la voit sur les oreillettes. Ici, c'est ralenti par un traitement, c'est médicamenteux. Vous voyez que le rythme, il est franchement régulier, vous êtes d'accord? Une fréquence cardiaque qui est ici à 4, 300 sur 4, on est à 75 par minute, avec des oreillettes qui battent à 300. Entre 2 oreillettes, c'est un gros carreau. Des oreillettes qui battent à 300, qui avec un retour à une ligne isoélectrique, ça donne une tachycardie type atriale. Parfois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me pose une question? Madame, le rythme, il n'est pas sinusal là. Ah non, pas du tout. Parce que c'est un foyer ectopique, un seul foyer. Ça, c'est un foyer de tachycardie atriale. Il est ectopique, Un seul foyer, non? un seul foyer, c'est le même. Parce qu'on a le même auriculagramme. Vous voyez, ça ressemble à une onde de P. Mais pourquoi on dit que ce n'est pas sinusal? Allez, c'est pas sinusal. Est-ce que tu peux me répondre, Mademoiselle Dash? Pas de PR constant. Je sais pas. Oui. Est-ce que le rythme sinusal, je la définition du rythme sinusal, rappelle-moi. Une onde P qui précède le QRS. Très bien. PR constant. Ouais. Onde P négatif en D2, D3 et AVF. T. En D2, D3, AVF. Positive, elle n'est pas négative en D2, D3, AVF. Mais initialement, vous vous rappelez, quand on a parlé de rythme sinusal, on a dit chaque onde de P est suivie d'un QRS et chaque QRS est précédé de l'onde de P. Ça
fait rigoler quelques-uns, c'est pas possible, c'est la même chose. Et bien c'est ça. Vous voyez qu'il y a des ondes de P' suivies d'un QRS, mais il y en a d'autres qui ne sont pas suivies. Donc c'est pas Ah suivi. oui. Dans un rythme sinusal, chaque onde P est suivie d'un QRS. Chaque QRS est précédé par une onde P. Ici, la règle n'est pas là. J'ai des ondes de P', de 1, une fréquence très élevée, le nœud sinusal. Il ne donne pas des ondes de P à 300 par minute. Donc, ce n'est pas du tout ça. Et de 2, il n'y a pas chacune qui est suivie d'un QRS. Il y a des P' qui ne sont pas suivis de QRS. Donc, ce n'est pas sinusal du tout. C'est une tachycardie atriale. Pourquoi pas un flûteur? Parce que l'aspect, il y a un retour à la ligne électrique. Ce n'est pas le don psy qu'on a vu tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on l'a appelé tachycardie atriale. C'est clair? Oui, merci. Merci à toi. Là, on voit un exemple d'une tachycardie. Vous êtes d'accord? C'est une tachycardie. Je vois toujours la dérivation longue en bas. C'est une tachycardie à QRS, à quelle fréquence cardiaque? Je suis à 2 gros carreaux à 160. Voilà, 150 par minute. À QRS fin, vous êtes d'accord? Le QRS fait 2 petits carreaux dans QRS fin et elle est régulière. Je suis devant une tachycardie régulière à QRS fin. Quel diagnostic? J'ai 4 diagnostics. Ça peut être une tachycardie sinusale, ça peut être une tachycardie jonctionnelle, ça peut être un flûteur atrial, comme ça peut être une tachycardie atriale. Maintenant, comment je fais le diagnostic? Sinusale, je crois que c'est simple. On est tous d'accord qu'à cette fréquence cardiaque, c'est difficile qu'elle soit sinusale, de 1. De 2, je ne vois pas d'onde P, nulle part. Je ne vois pas cette onde P. Par contre, est-il un flûteur? Est-il une tachycardie atriale? Est-ce que c'est une tachycardie jonctionnelle? Ce n'est pas très facile. Qu'est-ce qu'on fait quand ce n'est pas très facile? On a le moyen de faire des manœuvres vagales. Donc, pour faire des manœuvres vagales, c'est quoi les manœuvres vagales finalement? Ce sont des manœuvres qu'on fait pour stimuler le nerf vague qui va faire baisser la cadence ventriculaire. Il agit sur le nœud auriculo-ventriculaire et la fréquence cardiaque va baisser. Quelles sont les manœuvres vagales? Il y a ce qu'on appelle le chatouillement laryngé. On peut prendre une abaisse-langue et on chatouille le larynx des patients. Ça va donner un effort nauséeux, effort de vomissement et qui peut faire disparaître le rythme. Ça va baisser la fréquence cardiaque. L'autre chose, on peut demander aux patients de faire la manœuvre de Valsalva. La manœuvre de Valsalva, c'est une expiration forcée à glotte fermée. Qui dit expiration forcée à glotte fermée, c'est en français, mais en pratique, pour vous dites à un patient de faire une manœuvre de Valsalva, vous lui dites de faire on dirait qu'il va faire un effort de défécation, mais tout en apnée. Ça va donner une manœuvre de Valsalva. Les autres manœuvres qu'on peut faire, qui sont plus efficaces, c'est le massage carotidien. Le massage carotidien, j'attire votre attention, ça se fait carotide par carotide. Il faut le faire de façon donc un par un. Il faut éviter les contre-indications. Quelles sont les contre-indications? C'est le fait d'avoir un athérome carotidien. Cet athérome peut être connu. Le patient peut avoir fait un AVC ou il était opéré sur une carotide. Il vous dit que j'ai un problème sur la carotide, donc par l'interrogatoire. Si le patient ne le sait pas, il faut ausculter les carotides avant de les masser. S'il y a l'auscultation, j'ai un souffle, je ne fais pas de massage carotidien. Si je n'ai pas de souffle, je peux le faire. Carotide par carotide. L'autre manœuvre vagale qu'on peut faire, c'est la compression des globes oculaires. Mais pour comprimer les globes oculaires, il faut les comprimer par les pouces, les deux en même temps. Les globes oculaires, c'est en même temps les deux. Faites attention, ce n'est pas une gentille compression, une très belle compression. Il ne faut pas enlever les yeux des gens, mais il faut quand même pousser fort pour toucher au nerf vague et pour donner l'efficacité. C'est une manœuvre qu'il faut laisser à la fin parce qu'elle est très gênante et souvent le patient va être furieux contre vous. Elle est efficace aussi, tout comme le massage carotidien. Donc on commence par le plus simple jusqu'à arriver au plus efficace et il est moins bien toléré. Je vous invite aussi, si j'ai à faire une manœuvre vagale, c'est de la faire dans un milieu hospitalier. Il ne faut pas s'amuser à faire ça à la maison. Il faut que le patient soit sur un lit qui doit être scopé. Il faut avoir avec lui une seringue d'atropine. Impérativement, l'atropine doit être dans la seringue. Si mon patient me fait un malaise, je dois injecter de l'atropine. Il ne faut pas avoir un abord préalable parce que l'atropine peut être injectée par voie sous-cutanée. Donc, il suffit juste d'avoir la seringue avec vous
Et surtout, si on est dans le cadre de troubles de rythme et qu'on cherche un diagnostic, votre patient doit être branché à un ECG. Donc, je fais en même temps un électrocardiogramme en parallèle avec mes manœuvres vagales pour capter la période de transition. Je fais la manœuvre vagale pour abaisser la fréquence cardiaque. Je dois enregistrer cette période de bradycardie ventriculaire pour dégager les auriculogrammes. Si mon patient me fait une pause, et si ça ne marche pas, bien sûr, il faut l'atropine. Avant ça, vous pouvez donner un coup de poing sternal au patient. Ça peut lui faire revenir parce que faites attention, il y a des gens qui sont hyper vagales et qui risquent de vous faire une grosse pause. Là, il ne faut pas s'amuser à le regarder. Il faut vraiment donner un coup de poignard coup de poing sur le sternum. Il ne faut pas le poignarder, excusez-moi. Et puis, il faut injecter de l'atropine. Si la fréquence cardiaque se ralentit de façon transitoire, on aura l'occasion de découvrir quel type de TSV. Par contre, sachez-le, dans une tachycardie jonctionnelle, il n'y a pas de ralentissement de rythme, il y aura carrément une réduction de rythme. Le rythme va passer en rythme sinusal. Si rien ne se fait, souvent, ces manœuvres vagales peuvent être, pas souvent, mais souvent, peuvent être inefficaces. Là, ce sont efficaces. Alors, donc, on aura tenté d'avoir un diagnostic par les manœuvres vagales. Il y a une question? Il y a quelqu'un que j'ai... Madame qui l'est l'eau, la fait 6 pauses. Hein? Il y a une pause ventriculaire. Si en faisant vos manœuvres vagales, vous trouvez une pause sur l'électrocardiogramme et sur le scope, il faut donner un coup de poing sur le sternum du patient et injecter de l'atropine qui est déjà prête. Parce qu'une pause prolongée, le patient peut faire une syncope, peut faire une mort subite. Il ne faut pas lui laisser sans qu'il fasse une activité ventriculaire. Il ne faut pas que ça se prolonge, cette pause. D'accord? Ça peut traîner. Mais si elle traîne, non, il faut l'aider. Il ne faut pas qu'elle traîne 3-4 secondes en pause. Il y a des séquelles neurologiques. Non, il ne faut pas le laisser. Il faut savoir comment il va réagir. Donc, vous donnez le coup de poing rapidement et de l'atropine. Donc, on tolère une pause de 1-2 secondes, pas plus. Le risque carrément de faire des crises convulsives si vous le laissez longtemps. Et c'est un code qui des crises convulsives. Donc, un exemple de manœuvre vagale faite sur quelqu'un qui a un flotteur. Regardez DG, cette partie. C'est une tachycardie qui est régulière, à QRS fin. Elle n'est pas sinusale, il y a quelque chose juste avant. On ne sait pas trop, tachycardie atriale, flotteur. On fait la manœuvre vagale. Là, c'était une compression du sinus carotidien. Et regardez qu'est-ce que ça donne. C'est une longue pause. Il n'y a pas de ventriculogramme du tout. Ça, le massage était efficace, mais on dégage des auriculogrammes. Regardez cet aurikulogramme. Il est en dents de scie. Il n'y a pas de retour à la ligne isoélectrique. Donc là, je suis devant un... Et hop, après l'effet s'arrête, peut-être il a eu de l'atropine, je ne sais pas. Et hop, il reprend des il reprend des QRS et il reprend supraventiculaire à type de flotteur. Comme ça, j'ai le diagnostic d'un flotteur. Regardez ici, j'ai une tachycardie type atriale, mais regardez en haut, j'ai du mal à dire atriale ou non, c'est une tachycardie régulière, à QRS fin, elle bat carrément à 280 par minute, elle est très rapide. Je vois quelque chose ici, ça ne risque pas d'être sinusal, cette fréquence cardiaque. Donc, je regarde ce qui se passe, hop, je dégage des auriculogrammes. Ils sont comme ça, ils sont négatifs, mais avec un retour à la ligne électrique, ils battent à 300 par minute. Donc là, c'était une tachycardie atriale, celle-ci. J'ai le diagnostic grâce à ce ralentissement de rythme par les manœuvres vagales. Par contre, regardez cette tachycardie régulière à QRS fin qui est une tachycardie jonctionnelle. Là, je n'ai pas de diagnostic, je regarde, c'est régulier, c'est rapide, je n'ai pas d'aurikulogramme, je ne sais pas c'est quoi. Je fais ma manœuvre. Ce qui se passe, c'est que je passe rapidement en rythme sinusal. C'est un passage immédiat en rythme sinusal. On dit que le rythme est cassé en rythme sinusal. C'était une tachycardie jonctionnelle. Les autres ne se cassent pas en sinusal. Si mon rythme passe rapidement, immédiatement en rythme sinusal, c'est que je suis devant, a posteriori, c'était une tachycardie jonctionnelle. D'accord? Donc, dans la tachycardie jonctionnelle, les manœuvres vagales peuvent être curatives. Donc, on peut traiter les gens par les manœuvres vagales. Et d'ailleurs, j'ai parlé de la maladie de Bouvray, on explique aux gens de faire des manœuvres vagales à la maison. Certainement pas les massages carotidiens ou le globe oculaire, mais on leur demande de faire le chatouillement laryngé
ça va déclencher un effort de nausée, ça peut faire disparaître le trouble du rythme, comme on peut leur demander de boire un verre d'eau glacée. Et vous savez que c'est une manœuvre vagale aussi. Et d'ailleurs, nos mamans, quand elles nous disent de ne pas boire de l'eau quand vous êtes, c'est l'été, il ne faut pas boire de l'eau trop froide, ils ont raison, parce que ça donne un malaise vagal et les gens peuvent syncoper suite à ça. Et maintenant, quand on a une tige, c'est une bonne chose, on a envie qu'ils fassent cette manœuvre vagale pour faire casser le trouble de rythme. Donc, je résume, tachycardie avec ERS fin, c'est une tachycardie supraventriculaire. Si le rythme est régulier, ça peut être une tachycardie sinusale, jonctionnelle, atriale ou flûteur. Si mon rythme est irrégulier, souvent c'est une ACFA, c'est une tachycardie par arythmie complète, par fibrillation auriculaire. Ça peut être, vous avez bien vu, je ne vais pas revenir sur le flûteur atrial ou la tachycardie atriale. On a bien dit que le flûteur de tachycardie atriale peut être irrégulière. Donc, le rythme, quand il est irrégulier, c'est par excellence ce trouble de rythme qui est très fréquent, qui est la fibrillation auriculaire. Là où il y a des foyers d'hyperexcitabilité ventriculaire, mais partout dans les deux oreillettes, c'est extrêmement rapide, entre 400 à 60, ces petits tons de F. Ça peut être à petite maille ou à grosse maille. Hein, vous allez voir, on peut avoir des fois des déflexions sur le CG en grosse maille et d'autres petites. Le QRS, il est fin, mais il est irrégulier. On dit tout le temps irrégulier. La seule exception, vous allez certainement voir quand vous allez voir un bloc auriculo-ventriculaire, c'est la seule fois où la ACFA peut être régulière. Mais une ACFA est tout le temps irrégulière, rapide entre 120 et 80. Donc, ça correspond à des circuits de réentrée auriculaire. Ici, des microcircuits. Hein, nombre variable, nombre de circuits, c'est celui qui va conditionner l'aspect grosse maille ou petite maille. Plus ils sont nombreuses, plus les mailles sont petites. Regardez un aspect électrocardiogramme avec une ACFA, le rythme est franchement irrégulier. Vous n'avez pas d'onde P, c'est clair. Vous n'avez pas d'onde F en d'onde aussi, pas d'onde P', pas d'onde de P rétrograde. Bon, là, il y a un risque. La TJ est toujours régulière. Donc là, c'est une tachycardie à type de fibrillation auriculaire. J'ai un autre exemple qui est ralenti. Là, ce n'est pas une tachycardie parce que c'est ralenti par les médicaments. Ça dégage cet aspect d'auriculaire. C'est des ondes F de fibrillation auriculaire. Hein. Vous voyez, des trémulations. J'appelle ça trémulation de la ligne isoélectrique. Ce n'est pas des vraies ondes F. Ce n'est pas des vraies ondes P, excusez-moi. C'est des ondes F qui battent à une fréquence très élevée. Et ça donne un rythme franchement irrégulier. Les complications, elle peut donner de l'insuffisance cardiaque, l'ACFA, parce qu'on perd la systole auriculaire. Elle peut donner des accidents thromboemboliques, c'est un risque majeur. Si vous avez une valvulopathie mitrale, une cardiopathie avec dilatation atriale, et vous avez vu dans les cours, chaque fois qu'on a une valvulopathie, dans l'évolution, cette valvulopathie peut se compliquer d'ACFA. Les étiologies par excellence, les valvulopathies mitrales, les cardiopathies dilatées. Il y a des causes extracardiaques comme les perthuroïdies, il ne faut pas l'oublier, les cardiopathies ischémiques, les péricardites, soit aiguës ou chroniques. Elle peut être idiopathique sur cœur sain. Donc, toutes les cardiopathies, finalement, dans leur évolution, peuvent donner une ACFA. Il y a des gens qui font de l'ACFA carrément sur un cœur sain. Le traitement, il y a 3 objectifs. Il faut prévenir les complications thromboemboliques. Donc, c'est des malades anticoagulés par les antivitamines K, ce qu'on a en Tunisie, c'est 5-30, avec un INR cible entre 2 et 3. Il faut ralentir la cadence ventriculaire parce qu'une fréquence cardiaque très élevée, absence de systole auriculaire, ça risque de donner de l'insuffisance cardiaque. C'est pour ça qu'il faut ralentir la cadence par des bêta-bloquants, par du verapamil. Il faut tenter de restaurer le rythme sinusal, hein, si on peut, par des antiarythmiques, par une cardioversion électrique, par choc électrique externe ou par ablation par radiofréquence. La même chose que pour le flûteur atrial. Donc, on a dit, le rythme est irrégulier, donc ACFA ou bien un flûteur ou une tachycardie atriale à conduction variable. Est-ce que c'est clair pour les tachycardies à QRS fin? QRS fin, 100% supraventriculaire. Si c'est régulier, ça peut être sinusal rarement ou TJ, tachycardie atriale, flûteur. Si c'est irrégulier, c'est la majorité des cas une ACFA ou bien c'est un flûteur ou une tachycardie atriale à conduction variable. Maintenant, les tachycardies, je résume. Oui. l'essentiel نتاع الكور نتاع التاكيكاردي هو نراو لو سي جي نعرفوها هذيك شنيا ولا لا s'il te plaît, est-ce que tu peux répéter la question? l'essentiel نتاع الكور انه احنا كي نراو لو سي جي نعرفوها هذيك شنيا بالضبط هكا
vous devez faire le diagnostic, bien sûr. C'est ça, non? Le diagnostic électrique de troubles de rythme sur l'ECG. C'est ça le but. Après le traitement et tout, ça je donne 2 mots, mais après vous aurez un cours sur l'ACFA, un cours complet avec le traitement et la conduite, tu vois, une ACFA. Le reste, c'est pas grave. Ce que je vous demande de retenir, c'est l'aspect électrique. C'est un TD de CG et que vous devez faire le diagnostic de ces troubles de rythme sur l'électrocardiogramme. D'accord? Je me résume par rapport au TSV. Ces tachycardies supraventriculaires sont rarement graves, n'oubliez pas. Elles sont quand même fréquemment associées à une affection cardiaque qui expose à un risque embolique. N'oubliez pas le risque thromboembolique avec la FA, le flotteur et tachycardie atriale. La jonctionnelle paroxystique, elle est habituellement, survient surtout sur un cœur sain. Maintenant, veuillez m'excuser. Maintenant, si j'ai une tachycardie à QRS large, là, c'est pas la même chose. Souvent, c'est une tachycardie ventriculaire. Ça peut être, ça je le dis, mais je ne vais pas peut-être détailler, ça peut être une tachycardie supraventriculaire sur un QRS large préalable, c'est-à-dire sur un bloc de branche préexistant, voilà, sur un Wolff-Parkinson-White. Je vous le dis parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas ferme avec les QRS larges. Ce n'est pas comme le QRS fin. J'ai un QRS fin, c'est 100% supraventriculaire, il n'y a pas de doute. QRS large, mais ce que je vous invite à faire, tachycardie à QRS large, prenez-la pour une tachycardie ventriculaire. Parce que c'est quand même un diagnostic beaucoup plus grave et on verra le type de tachycardie ventriculaire qu'on peut avoir. Il faut savoir qu'une tachycardie à QRS large, c'est difficile pour tout le monde, hein, même pour les spécialistes. Il faut savoir documenter chaque fois que vous recevez un patient avec une tachycardie à QRS large, il faut savoir garder l'électrocardiogramme de base. Des fois, on est amené à défiler l'électrocardiogramme à 50 mm par seconde. Je vous rappelle qu'un bon électrocardiogramme il est fait à 25 mm par seconde, mais ici, on peut être amené à le faire à 50 pour mieux identifier les auriculaires. C'est important de comparer avec les anciens ECG. Ce que je viens de dire, un patient qui a un bloc de branche gauche complet initial, je sais que on n'a pas encore vu les BG et les BD, on n'a pas encore vu le trouble de la conduction, mais imaginez qu'il a un QRS à état de base, c'est bien de le savoir. Quand il vient avec une tachycardie et le QRS est le même, vous saurez que ce n'est pas ventriculaire. Ça, c'est très important. Et puis, il faut considérer, plus important pour moi, de considérer une TV jusqu'à preuve du contraire. C'est pas grave. Qu'elle soit une TSV sur un bloc préexistant, c'est pas grave. L'essentiel, prenez-la pour une tachycardie ventriculaire. Surtout si votre patient a déjà fait un infarctus de myocarde. C'est une forte probabilité que ce soit une TV. Et donc, si on dit, vous pensez à un TV, de façon pratique, il faut être prêt à donner un choc électrique externe, parce que c'est des malades qui peuvent faire leur mort subite à cause de ce trouble de rythme grave. Le diagnostic, comment on le fait? Donc là, QRS large, on a dit c'est une tachycardie ventriculaire. Je regarde mon tachycardie ventriculaire, je trouve qu'il y a une tachycardie. Donc regardez, la fréquence cardiaque, elle est entre 2 QRS, j'ai un carreau et demi, je suis peut-être à 280 par minute, à un carreau et demi. Donc c'est une fréquence cardiaque très élevée, donc c'est une tachycardie. Je dois elle est régulière ou non, elle est franchement régulière. Vous êtes tous d'accord? J'espère que vous êtes en train de me suivre. Et puis, les QRS sont larges. Il n'y a pas de doute. Hein. Vous voyez très bien que les QRS sont larges. Hein. Les QRS font 4 petits carreaux. Donc, ils sont à 176 millisecondes, à 0,16 secondes. Donc, c'est une tachycardie régulière à 280 à QRS large. C'est une TV. C'est une TV. Et la TV, elle vient de là. Rappelez-vous, on a parlé des extrasystoles ventriculaires. On a dit qu'il doit avoir un foyer ventriculaire qui donne un influx extrasystolique. Peut donner 1, peut donner 2. Ça peut être un bigymisme, un trigémisme et ça peut donner une salve. Si cette salve se maintient, au-delà de 3 ou 4, on peut dégénérer en ce trouble-là, qui est une tachycardie ventriculaire. Ce n'est qu'une extrasystole ventriculaire qui se répète. Il y a une question? Il y a quelqu'un qui veut poser une question? C'est pas grave, vous m'arrêtez quand vous voulez. Donc, la tachycardie ventriculaire est une tachycardie dont l'origine est située au-dessous de la bifurcation du faisceau de His. C'est pour ça le QRS est large.
L'influx chemine donc entièrement dans le myocarde ventriculaire, en aval, bien sûr, du vaisseau de His. C'est constitué d'au moins 3 battements à une fréquence supérieure à 100. Pour parler de TV, il faut que ce soit au moins 3, au-delà de 3, et à une fréquence de 100 par minute. Elle est dite non soutenue. Une tachycardie ventriculaire non soutenue, ça c'est des critères, c'est pas sur l'électrocardiogramme, mais surtout sur un holter rythmique. Si elle ne dépasse pas 30 secondes sur le holter rythmique, le patient ne fait pas plus que 30 secondes de tachycardie ventriculaire. Et elle est soutenue quand elle dépasse 30 secondes, ou si elle nécessite un moyen pour l'arrêter avant ce délai. Par exemple, il fait une mauvaise tolérance, il fait une tachycardie ventriculaire, avant de faire les 30 secondes, s'il y a un arrêt, vous serez amené à faire un choc électrique externe. Ça s'appelle aussi une tachycardie ventriculaire. On peut éliminer d'emblée des cas simples, ceux que l'on peut pas se tromper, une tachycardie à QRS large avec une dissociation auriculoventriculaire, c'est une tachycardie ventriculaire. Je vous explique. Si j'ai sur l'électrocardiogramme une tachycardie régulière à QRS large avec quelques ondes de P, mais en nombre moins important que le QRS. Parce que finalement, dans une tachycardie ventriculaire, le sinusal, il fonctionne, mais il n'est pas visible à cause de cette fréquence cardiaque extrêmement importante. Les ventricules ne sont pas dépolarisés grâce au nœud sinusal, mais ils sont dépolarisés grâce à ce foyer extrasystolique. Si vous regardez très bien l'électrocardiogramme et dans une vraie TV, on peut tomber sur des ondes P. On les voit, ces ondes P, qui ne sont pas conductifs, mais qui sont là, en nombre moins important que le QRS. C'est la dissociation auriculoventriculaire et c'est un élément sémiologique très fort pour faire le diagnostic de TV. Je reviendrai sur cet élément-là par un exemple. L'autre chose qui peut être en faveur de tachycardie ventriculaire, c'est le fait de trouver un complexe de fusion. Qu'est-ce que ça veut dire fusion? J'ai bien dit que le nœud sinusal travaille toujours. Par moment, la dépolarisation se fait en même temps d'un influx qui vient du nœud sinusal avec un influx qui sort des ventricules. Ils se rencontrent les deux influx et ça donne un QRS intermédiaire qui n'est pas large comme dans la TV et qui n'est pas fin comme dans le tachycardie, comme le nœud sinusal, comme le complexe sinusal. Donc ça va être un complexe précédé par une onde de P, mais à une taille qui est vraiment intermédiaire, ni large ni fin. Si vous trouvez ça, c'est en faveur d'une TV. Il n'y a pas beaucoup de choses qui donnent ces complexes de fusion. La capture, c'est quoi? Si sur un tracé de tachycardie ventriculaire, c'est-à-dire un tracé de tachycardie régulière à QRS large, vous tombez sur un foyer, sur un complexe fin, complètement fin et sinusal, au milieu de cette tachycardie. Ça montre que peut-être le nœud sinusal a réussi à faire passer un influx une fois. Donc les ventricules ont capté un influx qui vient des nœuds sinusales. Ils ont un QRS fin capté d'en haut. C'est pour ça qu'on l'appelle un complexe de fusion, de capture, excusez-moi. Donc fusion, c'est la fusion entre les deux. L'influx vient des nœuds sinusales et des ventricules. Et la capture, c'est un QRS qui est capté c'est un afflux qui est capté par les ventricules qui vient du nœud sinusal. Et puis, si vous trouvez une concordance, c'est-à-dire l'aspect de V1 à V6, il sera le même, ou bien une R exclusive, ou bien un PQS, une positivité ou une négativité, une concordance positive ou négative, et je reviens avec des exemples. Là, qu'est-ce que dire sur cette tracé-là? Vous avez un tracé de tachycardie, vous êtes d'accord? Regardez en bas, tachycardie régulière à QRS large. C'est une tachycardie ventriculaire. En plus, si vous regardez très bien, vous allez trouver par moment une petite onde, la flèche rouge, vous la voyez, une petite onde ici, c'est des ondes P. Ces ondes de P sont là, ils sont dissociées des ventricules, n'ont aucune relation avec les ventricules, ils sont en nombre moins important que les ventricules. Donc, les ventricules ici sont beaucoup plus nombreux que ces ondes de P. Là, c'est une dissociation auriculoventriculaire sur un tracé de tachycardie régulière à QRS large. Vous êtes devant une tachycardie ventriculaire à 100%. Et si vous regardez bien ici ce QRS-là, je recommence par celui-là, encadré en rouge en bas, c'est un QRS qui est quand même de morphologie quand même moins large que les autres. Hein.
Vous voyez qu'il est un peu moins large. Il n'est pas fin, mais moins large. On appelle ça un complexe de fusion. Il y a une fusion entre l'influx qui vient du nœud sinusal et l'influx qui sort des ventricules. Ça donne cet aspect de complexe de fusion et c'est pathognomonique de la TV. Aussi, si vous regardez plus haut, même d'ailleurs, elle reste complètement fin, 0,08 millisecondes, secondes, 0,08 secondes. C'est un QRS fin qui est capté par les ventricules. Il vient du nœud sinusal, pas forcément en voyant de PRNA, on ne la voit pas parce que la fréquence est très rapide, mais c'est un complexe qui vient du supraventriculaire, c'est pour ça qu'il est fin, et ça on appelle un complexe de capture, et ça montre bien que vous êtes devant une tachycardie ventriculaire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui donnent une tachycardie à QRS large, régulière, avec des complexes fins comme ça, où elle a un complexe intermédiaire ou une dissociation avec le ventriculaire. Si vous trouvez l'un de ces trois critères, vous êtes certain que vous êtes devant une TV. Je parlais de la concordance. Là, c'est un autre exemple de TV. Excusez-moi, la concordance. Là, c'est un exemple de TV. C'est une tachycardie à QRS large, régulière. C'est une tachycardie ventriculaire. Et puis, je vous montre la concordance. Regardez cet aspect de TV aussi. C'est une tachycardie régulière. Regardez en bas, à QRS large, à une fréquence cardiaque très élevée, à 200, je crois, par minute. Regardez l'aspect en V1, en V2, en V3, en V4, en V5, en V6. C'est le même aspect. C'est l'aspect exclusif. Il n'y a rien qui donne cet aspect que la tachycardie ventriculaire. On ne peut pas avoir une tachycardie avec le même aspect de V1 à V6 que dans une TV. Si vous voyez ça, ne cherchez pas les autres critères. Ce n'est pas la peine, on est devant une TV. Parce qu'on a une concordance, appelée aussi une concordance positive. Ici, encore un exemple de tachycardie à QRS large. Regardez, de V1 à V6, on a toujours cette concordance positive, c'est clair? Regardez ici, c'est une tachycardie ventriculaire, c'est une tachycardie à QRS large, régulière. Je dis qu'elle est ventriculaire, je suis certaine, parce qu'il y a une concordance ici négative. Regardez en V1, c'est l'aspect QS, en V2, aspect QS, en V3, aspect QS, en V4, en V5, en V6. Le même aspect QS de V1 à V6. C'est une concordance négative, donc montre bien une tachycardie ventriculaire. Qu'est-ce qui peut être sous-jacent? Souvent des cardiopathies ischémiques. Il faut chercher des étiologies. C'est rare qu'elles soient. Ça peut survenir sur un cœur sain, mais il faut chercher une étiologie. Une cardiopathie ischémique, une cardiopathie hypertrophique ou dilatée, des syndromes de Brugada ou dysplasie. C'est des pathologies rythmologiques un peu spécialisées. Je n'entrerai pas dans les détails. Et puis, ça peut être une cardiopathie congénitale, une cardiopathie valvulaire avec une déchéance ventriculaire. Souvent, une valvulopathie avec une dysfonction VG peut donner une tachycardie ventriculaire. Cliniquement, c'est variable selon le type de TV. Elle dépend certainement du cœur sous-jacent. Elle est normale ou elle est pathologique. Ça donne des palpitations, des dyspnées, des hypothymies. Les patients peuvent bien faire des syncopes. Et la tolérance hémodynamique elle est très variable. Il y a des TV qui sont bien tolérés. Le patient va consulter aux urgences pour des palpitations. Mais il y en a d'autres que c'est les parents qui appellent parce que leur patient a fait une syncope et qu'il est en état hémodynamique très, très sévère avec une hypotension, un malaise, un choc carrément périphérique. Les TV, quand elles sont mal tolérées, elles peuvent être associées à des douleurs thoraciques. Là, il faut se méfier de l'insuffisance coronarienne sous-jacente. Et quand c'est mal toléré sur le plan hémodynamique, le traitement s'impose en urgence parce que ça peut dégénérer vers l'arrêt circulatoire et l'arrêt cardiaque. Et le traitement, selon la tolérance, ça peut être un traitement médical comme ça peut être un choc électrique externe en cas de maltolérance hémodynamique. Une autre forme de tachycardie ventriculaire, c'est la torsade de pointe. C'est une forme particulière de TV. Tachycardie ventriculaire, mais qui a une tolérance clinique souvent mauvaise. Elle peut donner des lipothymies, des syncopes à répétition. C'est une tachycardie à QRS large, mais à complexe irrégulier. Donc, vous allez voir qu'il y a une irrégularité de ces complexes et un aspect très, très particulier. Regardez l'aspect de torsade de pointe. C'est des salves non soutenues du QRS large,
d'amplitude de polarité variable. Vous voyez l'amplitude ainsi que la polarité du QRS, elle est variable. Fréquence très rapide, ça peut être 150 jusqu'à 300 par minute. Elle est franchement irrégulière, mais surtout ce qui est très particulier, c'est cette rotation progressive autour et cyclique toutes les 5 à 10 ventriculogrammes autour de la ligne isoélectrique. Vous voyez qu'elle fait autour de la ligne isoélectrique, hop, 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 toutes les 5 à 10 cycles. C'est très particulier, c'est très typique. Si vous voyez ça une fois, vous n'allez pas l'oublier, c'est l'aspect typique de torsade de pointe. Regardez quelqu'un qui a un rythme au début sinusal, puis hop, une extrasystole avec un couplage court, et génère par une torsade de pointe. Vous voyez, elle est réduite. Hein. La torsade de pointe peut être paroxystique, peut régresser toute seule. Par contre, ce troisième trouble de rythme très très grave, mortel, il est incompatible avec la vie, c'est la fibrillation ventriculaire. C'est un rythme qui est au-delà de 200 par minute. Le QRS, il n'y a même pas de QRS, il y a des ondes sinusoïdaux, comme ça, sinusoïdales, des ondes sinusoïdales sur la ligne isoélectrique, sans ondes de T, ni ondes de P individualisables, et le patient sera en état de mort apparente. C'est l'arrêt circulatoire immédiat. Si vous avez ça, il ne faut pas s'amuser à faire un ECG 12 d'irradiation, comme ici, c'est anecdotique, c'est dans la littérature. Il faut vraiment choquer les patients. C'est des patients qui sont en état de choc, il faut délivrer un choc électrique externe, le seul moyen pour sauver la vie de ces patients-là qui sont en état de mort apparent. Regardez l'aspect, une fibrillation ventriculaire, c'est des trémulations de la ligne isoélectrique, hein, c'est des ondes comme ça, très anarchiques, il reste très large, et le patient, il doit être en état de mort apparente. Il ne respire pas, il ne parle pas, il n'a pas de pouls. En urgence, qui dit FV dit arrêt cardiaque, c'est la mort apparente. Donc, en urgence, un choc électrique externe, en extrême urgence, qu'il faut renouveler chaque fois qu'il faut. Et si le malade fait une asystolie, il faut masser en donnant de l'adrénaline, certainement, et en donnant de l'oxygène à ce patient-là. Donc, voilà l'aspect d'une FV. Ça, c'est quelqu'un qui commence à faire une torsade, hop, il dégénère vers une FV. Donc là, il faut se méfier. Donc, je résume les rythmes ventriculaires, c'est des cardies qui sont fréquemment en rapport avec une cardiopathie ischémique, rare qu'ils soient sur cœur sain. Le pronostic de la fibrillation ventriculaire est lié à la fonction ventriculaire gauche. Hein. Donc, souvent, les patients qui ont une mauvaise fonction ventriculaire gauche, ils ne récupèrent pas. Hein. Les torsades de pointe sont rarement liées à une cardiopathie. Par contre, les torsades de pointe, ils peuvent survenir sur un cœur sain. Ils peuvent être juste à cause d'un médicament, à cause d'un trouble ionique, de kaliémie ou de potassium ou autre. Donc, du coup, il faut connaître le trouble de rythme, il faut connaître la cause pour la traiter. Voilà. Un mot sur les tachycardies à QRS large, mais qui ne sont pas des TV. Je crois que j'ai une question. Dans la torsade de pointe, c'est quoi la rotation autour de la ligne isoélectrique? Ok, je vais revenir sur l'aspect, c'est un aspect électrique, hein, la rotation. Hein. Là, votre ami pose une question. C'est quoi la rotation? Regardez, on dirait ça tourne, c'est ça. On a l'impression qu'il fait une rotation. À quelle ligne isoélectrique elle est là? C'est ça la ligne isoélectrique. Et on a l'impression que ce QRS tourne autour de la ligne isoélectrique. Et puis hop, il refait. Et puis hop, il se calme un peu et il refait la rotation. Donc, c'est schématique. Hein. C'est une façon d'interpréter ce que je suis en train de vous montrer. C'est typique. On a l'impression que ça tourne autour. Hein. Je ne sais pas s'il réussit à vous répondre. C'est cet aspect-là, en accordéon, on dirait que ça tourne autour de la ligne isoélectrique. C'est une traduction de ce que je suis en train de voir. C'est peut-être pas une définition, mais c'est la traduction de ce qu'on voit. Donc, je vous ai dit que j'aurais juste un mot à vous dire par rapport à la tachycardie à QRS large, mais qui n'est pas une PV. Ça peut être sur un bloc de branche gauche préexistant. Donc là, regardez par exemple, ça c'est une tachycardie régulière à QRS large, on est tous d'accord. Maintenant, il faut la prendre en tant que TV. Et d'ailleurs, ça a été pris pour une tachycardie ventriculaire. Mais quand on a le patient, regardez l'aspect après la réduction. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Quand on a réduit, on a trouvé qu'il a un bloc de branche gauche complet. Il a un QRS large, il est sinusal là. Hein. Il a un QRS large, il a l'aspect QS ici et l'aspect R exclusif là. Mais ce n'est pas à cause de tachycardie ventriculaire, c'est son QRS de base. Donc, en théorie, on s'est dit, ce qu'on a eu ici, c'était une TSV
C'est tout simplement une TJ sur un bloc de branche gauche préexistant. Je vous dis juste un mot, mais je n'ai pas envie que vous retenez beaucoup ça. Ça existe, mais pour moi, si vous prenez ça pour une TV, c'est mieux. Parce qu'une TV, c'est beaucoup plus grave. Il faut considérer une TV tout malade qui a une tachycardie régulière à QRS large. Je conclue pour vous dire, je répète encore une fois, tachycardie à QRS large, c'est une TV jusqu'à preuve du contraire, parce qu'une TV, c'est grave, sa prise en charge, elle mérite un choc électrique externe, donc il faut être très vigilant. En cas de doute diagnostic, si le trouble de rythme il est assez bien toléré, je stabilise le patient dans une unité de soins cardiologiques pour le diagnostic. Si la TV est sûre, il faut faire une cardioversion électrique qui reste la méthode de choix pour réduire ce trouble de rythme. C'est mieux que de donner des médicaments et d'attendre. Il faut vraiment les réduire. Là, je vais passer quelques exemples. J'aimerais bien que vous interagissiez. Madame, j'ai une question. Oui, Ahmed. Si on n'est pas sûr, est-ce que TV ou la TSV sur QRS là, est-ce que نعطيو traitement نعطيو médicament وبعد نستناو ونشوفوا؟ Chouf, la règle, c'est de prendre les choses au sérieux et de la considérer comme TV. Et le traitement, il va dépendre certainement de la tolérance du patient. Si c'est mal toléré, même une TSV va être mal toléré, il faut réduire par un choc électrique externe. Si c'est bien toléré, on peut se permettre de donner des médicaments. C'est vraiment la clinique, la tolérance. Mais il ne faut pas traîner, parce qu'une vraie TV peut être bien tolérée au début. Si on traîne un peu, les choses évoluent rapidement et le patient peut faire une LV. Donc là, il faut que ce soit scopé, et hospitalisé dans une unité de soins intensifs, être prêt à donner un choc à tout moment, mais en même temps, on peut tenter un traitement médical si on a surtout un doute que c'est une TSD. J'ai réussi à te répondre, Ahmed. Merci. Donc là, je vais vous montrer des exemples de tachycardie. Ici, c'est une tachycardie. Comment vous allez l'interpréter? C'est à vous de l'interpréter. C'est une femme de 35 ans qui a des palpitations. Vous me donnez un diagnostic. D'après ce qu'on a vu, là, je vais vous aider. Je regarde le délai long. Je vois une tachycardie irrégulière à QRS fin. Combien j'ai de diagnostics quand le rythme il est irrégulier à QRS fin? 4. Irrégulier QRS fin? 3. Irrégulier. Irrégulier, le rythme il est franchement irrégulier. Tu es d'accord, Ahmed? Plutôt auriculaire, la fibrillation auriculaire ou la tachycardie atriale rythme irrégulier. Bravo, bravo, bravo celui qui vient de le dire. Donc on a 3 diagnostics, une ACFA, on a un flûteur à conduction variable, une tachycardie atriale à conduction variable. Qu'est-ce que ça peut être ce tracé-là? Tachycardie atriale. Dans une tachycardie atriale, on doit avoir une petite onde P'. Là, il se ralentit pour le moment le patient entre deux QRS. J'ai quand même un peu d'espace pour regarder. Je ne vois pas cette onde P' jolie avec retour à ligne isoélectrique. Par contre, je vois des triangulations de la ligne isoélectrique. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, j'aurais tendance à dire que ça, c'est une ACFA. Je n'ai pas d'auriclogramme individualisé, ni en flûteur, ni en tachycardie atriale. Par contre, j'ai quelque chose qui est très nul ici. Par contre, malade une grosse onde, malade toute petite. Ça a l'air d'être une ACFA. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que ça vous convient le diagnostic d'ACFA? Ici, franchement, on n'a pas besoin. Le rythme il est franchement irrégulier et on ne voit pas ni d'onde F de flûteur, ni d'onde P'. C'est une ACFA. Le diagnostic est aisé. On n'a pas besoin de manœuvre vagale. Les manœuvres vagales, on aura besoin dans les rythmes réguliers. Entre TJ, flûteur, tachycardie atriale, à fréquence très élevée, oui. Dans un rythme irrégulier, là, le diagnostic, il est, avec le temps, si vous aurez le temps de voir beaucoup d'électrocardiogrammes, vous allez voir que ça, c'est un tracé d'ACFA. C'est à découvrir. On n'a pas besoin de manœuvre vagale. Je vous montre un autre exemple. Voilà, j'ai fait vite. Le deuxième exemple, regardez, c'est une femme de 40 ans qui a un rétrécissement mitral dilaté. Un rame dilaté. Flûteur.
Atrial. Et l'autre, tachycardie atriale. Ok, c'est déjà très bien. On est devant un rythme, bon, c'est vrai qu'il n'est pas rapide, mais il est régulier à QRS fin. Régulier à QRS fin, j'ai 4 diagnostics. Sinusale, ce n'est pas le cas. TJ, ce n'est pas le cas. La TJ, elle ne peut pas être lente du tout. Hein. Il n'y a pas de TJ lente. Hein. La TJ, ou bien elle est rapide, ou bien il n'y a pas de TJ. Donc, Adouli, flûteur atrial, tachycardie atriale. Maintenant, flûteur ou tachycardie atriale? Comment je fais? Il y a retour à la ligne exoélectrique, donc c'était un tachycardie atriale. Je regarde V1, je vois qu'il y a un retour de ces ondes de P' à la ligne isoélectrique. Donc, c'est une tachycardie atriale ralentie. Elle n'est pas rapide. Bravo. Et ici, j'ai une tachycardie régulière qui bat à 150 par minute. Donc, je suis très diagnostic. Est-ce qu'elle est sinusale? Non, je ne vois pas d'onde P avant chaque QRS, QRS derrière chaque onde P, PR constant, P positif en 3 ABF, rien de tout ça. Est-ce que c'est une TJ? Non. Est-ce que c'est un flûteur atrial? Non. Non. Pourquoi non? Pourquoi oui? Est-ce que c'est une tachycardie atriale? Donc c'est une tachycardie atriale? علاش مش فلوتر؟ علاش ما فهمتش شكون قال لا اللي يقول الفلوتور يفهمني واللي يقول تاكيكارديال يقول لي regardez les deux langues. Flûteur, il n'y a pas le signe en dents de scie. C'est pas un flûteur. L'auriculogramme. نعمل l'auriculogramme. نتبع l'auriculogramme هكا شوف الفلاش نتاعي. Il y a un retour à la ligne électrique. شوفوها في V1 زاده. خاطر بالك نشوف التاكيكاردie atriale, les ondes prime elles sont jolies avec un retour à la ligne électrique. Ici, je vois des ondes F et sans retour. Elles font le va-et-vient autour des électriques. Il y a quelqu'un qui veut me dire quelque chose? J'ai du mal à écouter. Donc là, si vous êtes en train de suivre, c'est un flûteur. Hein. Ce n'est pas une tachycardie atriale parce qu'on voit très bien les ondes de F. Hein. Regardez, si vous suivez ma flèche, c'est des ondes de F qui font un aspect en dents de scie. Ce n'est pas une tachycardie atriale, c'est vraiment un flûteur atrial. Celui-là, un homme de 58 ans sous antivitamine K. La flûteur, bravo. On voit très bien. Regardez ici, quand on voit V1, ça peut prêter un doute. Hein. On a l'impression qu'il y a un retour sur le programme 300 avec un retour. Regardez les deux. On dit dans le signe. Ça, c'est un joli flûteur atrial. D'accord? L'exemple 5. Des exemples derrière son flûteur atrial. Je là, c'est un flûteur. 3 et 4. 3 et 4, c'est un flûteur. Je donne l'exemple de 3, s'il vous plaît. Oh, 3. C'est un flûteur. D'accord? Exemple 3, 3 flûteurs ou 4 flûteurs. D'accord, merci. Si vous regardez en D2, le 3 ou le 4, surtout, il y a toujours cet aspect d'onde F en onde C. Oui, oui. Ça fait le 4 aussi. C'est beaucoup plus joli que le 4. C'est pour vous dire que ce n'est pas toujours le même aspect. Hein. Et là, c'est beaucoup plus ralenti, mais on a toujours l'aspect d'onde F en onde C. Oui. L'hôpital. Ok. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez sur la tachycardie? Elle est régulière, elle est à QRS fin. Donc, j'ai 4 diagnostics. Tachycardie sinusale. Tachycardie sinusale. Sinusale. Il y a quelqu'un qui a déjà fait le diagnostic, bravo. Je vois très bien le nom de P avec un QRS, PQRS, 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 PR constant, P elle est positive en D2, en D3, en ABF. Donc, c'est une tachycardie sinusale à 120 pratiquement par minute. Très bien. Exemple 6. Je suis devant une tachycardie, elle est régulière, elle est à QRS fin. Est-ce qu'elle est sinusale? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que c'est une ACFA? Pardon? C'est une ACFA? ACFA? Est-ce qu'elle est irrégulière, cette tachycardie? Non.
Non, pas de crâne. Tachycardie jonctionnelle. Elle est régulière, ce rythme-là ou non? d'un rythme régulier. Oui. Régulier. L'ACFA ne peut pas être régulière. Donc l'ACFA n'entre pas dans ce diagnostic. Tu as le droit de parler de tachycardie atriale, de tachycardie jonctionnelle ou de tachycardie sinusale. Il n'y a que ces 4 diagnostics quand on a un rythme régulier à QRS fin. Non. Est-ce que c'est un flûteur? Non plus. Je ne vois pas d'onde F. Est-ce que c'est une tachycardie atriale? On peut pas. Non, pas de. Par contre, Ahmed tout à l'heure, قلت تيجي. علاش قلت تيجي Ahmed? تصوير Ahmed tout à l'heure, elle a dit TJ. Hein? Je crois qu'il a parfaitement raison. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous, Ahmed Olaja, hein? Là, on a une onde P' au pied de QRS. Donc là, c'est une tachycardie jonctionnelle. Ça, c'est ce que vous voyez ici au pied de QRS, onde P' négatif, rétrograde au pied de QRS. Donc ça montre que vous êtes devant une tachycardie jonctionnelle. Maintenant, je vous donne juste un résumé. J'ai terminé. Si j'ai un QRS fin, il faut éliminer la tachycardie ventriculaire. Ne pensez pas à une TV avec un QRS fin. Si le rythme était régulier, il faut éliminer TJ, parce que TJ n'est jamais irrégulière. Donc, il faut penser à l'ACFA, tachycardie atriale, TSA, la conduction variable. Et là, maintenant, il faut regarder la ligne isoélectrique, l'aspect des reculogrammes. Si le QRS est régulier, vous éliminez la FA. La FA n'est jamais régulière. Il faut penser aux autres. Il faut regarder, vous faites les manœuvres vagales, ralentir le QRS pour pouvoir analyser le rythme. Et si c'était une TJ, elle va se réduire carrément en rythme sinusal. Si mon QRS est large, rien n'est éliminé. Si irrégulier, j'élimine la TJ et la TV, ils ne peuvent pas être régulières. Si le QRS est régulier, là j'élimine la FA, ça reste le flotteur, ou les autres, le tachycardie supraventriculaire sur un bloc ou autre. Mais elle, je vous invite, quand j'ai une tachycardie à QRS large régulière, prenez-la pour une TV. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là pour vous. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. J'espère que ce cap passe et on se reverra, surtout pour les stages. Courage et bonne chance. Je vous laisse. Mais j'ai d'autres questions à côté. Je vois que remerciements, il y a des questions. Dans salle de pointe et j'ai auto. C'est quoi la différence entre TV et LV? Ah non, je n'ai pas répondu. Vous êtes toujours là? Il y a quelqu'un qui a posé la question la différence entre TV et LV. Je ne sais pas si vous êtes toujours branché, je vais répondre. Dans la TV, c'est une tachycardie régulière. Donc, le rythme est franchement régulier. Dans la LV, il n'y a même pas de QRS. Il y a des ondulations électriques. Hémodynamique, il faut savoir que dans toute la situation, il n'y a pas de mort. J'ai réussi à répondre à celui qui a posé cette question. Madame, est-ce que tu peux... Ok, il y a quelqu'un qui a posé la question, la différence entre TV et LV. Je me suis rendu compte qu'il y a cette question. La différence est simple. Dans une tachycardie ventriculaire, le rythme est régulier. Il y a un rythme, il y a des QRS larges, irrégulier. Par contre, dans une fibrillation ventriculaire, la LV, il n'y a pas de rythme du tout régulier. Il n'y a même pas de QRS. Il y a des tribulations. Il y a des ondes comme ça sur la ligne isoélectrique. Ce n'est pas carrément du QRS. C'est des tribulations de ligne isoélectrique. Avec, sur le plan hémodynamique, le patient, quand il a une LV, il est en état de mort apparente. C'est l'arrêt cardio-circulatoire. Vous n'allez pas trouver quelqu'un devant vous qui parle et qui respire. Donc, c'est la définition, la différence électrique, surtout la différence clinique et hémodynamique. J'espère pouvoir répondre à cette question. Et puis, il faut revenir à l'aspect, je vais donner des aspects. La FV, c'est anarchique, c'est irrégulier, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas comme la TV qui est bien organisée et régulière. Il n'y a pas d'autres questions. Madame, quelle est la signification du retour? Merci, madame. Je crois que j'ai répondu tout à l'heure aussi. J'ai répondu. Ok,
s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, n'hésitez pas. J'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci.